Bonjour à tous. Les enseignants du supérieur de nouveau en grève. Ils vont observer dès ce mardi et ce jusqu'au samedi 28 juillet prochain une grève de protestation dans toutes les universités d'État du Cameroun. Ils dénoncent les retards constants dans le traitement de la prime de modernisation de la recherche. C'est l'essentiel du communiqué du mot d'ordre de grève signé du bureau exécutif national du syndicat national des enseignants du supérieur, le Ben Sines. Donc c'est encore le retour des grands problèmes dans nos universités d'État au Cameroun. On va interpeller ici ce matin Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, professeur Jean-François Ndongo, pour que cette question soit définitivement réglée. En tout cas, les enseignants du supérieur sont désormais engagés pour maintenir leur colère jusqu'à ce que tout ceci soit réglé. Madame, Messieurs, réglons l'horloge du Cameroun ce matin entre 10h et 12h pour dénoncer et surtout dire la vérité, comme d'ailleurs cette émission en a la réputation. 10-12 le Zénith. Toute l'équipe est en place comme chaque matin, avec d'abord Charlamel Mbachou qu'on va mettre en selle. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à Maître Happy. Maître, pourquoi est-ce que le chronogramme du processus électoral n'est point encore disponible à la FECAFOOT? Que se passe-t-il? Prorogation des prorogations. Just wait and see. Et il est en passe d'ailleurs de battre le record, un triste record de longévité dans la normalisation. Ce record-là, celui du professeur Joseph Oona, souvenez-vous, en son temps, qui avait lui aussi déjà essuyé de nombreuses critiques dues à ces nombreuses prorogations du mandat du comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT. Également sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour, bonjour. Et bienvenue Blacky. Bonjour Eric Fopoussi, merci à vous. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Alors moi, Eric Fopoussi, j'ai fait la découverte du tcheu. C'est un vinaigre artisanal, traditionnel, qui est fait à base d'épluchures de bananes, oui, qui n'a pas de péremphe, qui ne se périme pas, qui peut être utilisé et conservé lorsqu'il est très bien conservé pendant plusieurs années. Ça, c'est le tchou à l'ouest. Au nord-ouest, on parle de l'équier, et même dans le septentrion, on parle de dama ou bien de tchoukuri. Je pense que ce sont des aliments ou alors des ingrédients dont on doit faire la promotion. Sur nos marchés, dans nos étals, on a plutôt ce qui vient de l'extérieur, oui, et qui est souvent périmé même et qui nous donne beaucoup plus de maladies. Par contre, on a donc ce vinaigre artisanal qui peut s'assaisonner, qui peut assaisonner pratiquement tous nos repas et bien sûr même régler nos petits bobos de santé. J'en suis fière. Tout à fait. On va en parler tout à l'heure. Ah non, je vous égratine un tout petit peu quand même. Je vous égratine. Ah, j'ai voulu faire la promotion de ce type d'éléments, oui, qui est fabriqué par des femmes de façon artisanale et qui peut nous faire du bien en cuisine. Mais dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, il y a tellement d'informations qui font le buzz et nous en reparlerons dans le cadre de ce programme. Florazé, tout à l'heure à 11h06. Ne la loupez surtout pas. Elle sera bien là en chair et en voix sur le plateau du 10-12 le Zénith. Également sur le plateau ce matin, il ne déroge pas à la règle, c'est le même droit danser. Boboro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Et Flora, moi je tiens à vous dire que quand vous entendiez que vos grands-parents ont vécu 115 ans, c'était avec ça, donc vous venez découvrir, c'est déjà une bonne chose. Voilà, moi je vous dis déjà qu'il y a un couple qui me nourrit de ça depuis tous mes week-ends au village. C'est le couple Ntap, je décide même le nom. Voilà, tout à fait. Ntap, voilà, donc l'épouse fête même l'anniversaire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais nous, c'est ça qui me fait vivre, comme vous ne pouvez pas voir que j'ai un âge très avancé. Mais, Monsieur Fopoussi Negou, Charlamel Mbaki, le fait pour l'ANDP, l'UNDP de choisir Paul Biya, c'est une information. Au point où ça fait la une des journaux. Informatique. Entre nous, chers confrères, les gens sont ensemble depuis les millénaires. Oui, j'ai choisi, nous cheminons ensemble, vous dites que c'est une information. Et que c'est pas bon.
C'est pas bon. Merci, je vous salue. Bonbon Bengad ce matin un peu taquin hein, pour cette majorité présidentielle dont on sait déjà, je rappelle qu'il y avait d'ailleurs un terme, et ça me permet là de rebondir sur une communication récente du ministre de la Communication, Monsieur Issa Chiroma Bakari, qui avait réagi en tant que président du FSNC, du FNSC, et qui disait clairement qu'il était chaleureusement heureux que le président Paul Biya ait déposé sa candidature, ait choisi de se représenter à sa propre succession. Donc je reprendrai tout à fait le terme exact tout à l'heure. Mais permettez-moi, madame, messieurs, de démarrer cette émission comme il se doit, avec la première articulation. Vous sentez que dans la voie, on se pose un tout petit peu comme pour prendre un atterrissage et se remettre sur la piste, avec Tendance Cogneux, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas bon, Eric. Je vais m'adresser à une femme. On fait la réunion ensemble. Tu t'as attaqué à ma copine. Tu ne peux pas insulter une femme comme toi qui accouche ta on voit. Maman, si tu partages les enfants, ne lui donne pas. Le combat continue. Ma copine chérie, cesse de pleurer. Laisse. Bisous pour toi. L'histoire de ce matin, non, c'était un coup de... Un coup de gueule. Un coup de gueule. Hein? Non. L'expérience a montré qu'il y a les femmes qui accouchent à 45 ans. Une femme se moque d'une autre femme qui n'a pas accouché. Jusqu'à ma copine pleure. On t'insulte pour l'enfant, tu pleures. Pardon, je vais te donner les bébés. J'ai les enfants à la maison comme ça. Pardon, calme-toi, mon cœur. Il n'y a que chez vous, les occidentalisés, qu'on voit des choses pareilles. À notre époque, cette décision, on ne pouvait même pas imaginer une chose pareille. Ah oui. J'étais de manière calmée. C'est que ça va déjà, chérie. Je suis là pour toi. Toi, c'est moi. Donc, on m'a attaqué et le combat continue. Ce matin, ce que j'ai vu samedi, Père Bombok. Les embouteillages dans mon pays, le Cameroun. Les embouteillages ont traumatisé Douala. Jusqu'à ce qu'il y ait un couple qui allait se marier. Il restait un peu comme ça. Le mariage ne devait plus avoir lieu. Parce que madame était bloquée dans les embouteillages avec la marraine de mariage. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. Elle n'a pas dormi avec son mari dans le même hôtel. Oui. Samedi, donc, on les attendait à la mairie à 12 h. Mais elle arrivait à la mairie à 14 h 20 minutes. Monsieur a dit que je ne me marie plus. Ce qui a fait en sorte que son mari a dit que non, on ne se marie plus. C'est parce qu'il a appelé son épouse que descends même de la voiture. Tu prends le bain Sikine. Pardon maman, descends, tu prends le bain. Le monsieur le maire a appelé notre nom. Monsieur le maire a appelé nos noms jusqu'à. Il a appelé couple, point. Nous ne sommes pas là. Il a célébré au moins 3 mariages encore devant nous. Dépêche-toi, mon amour. Elle dit que chérie, au lieu de prendre la moto, mieux on renvoie le mariage. Il appelle la marraine que pardon dit à ta fille que vous descendez du taxi, vous empruntez la moto pour venir. Non, la moto parce qu'il y avait les embouteillages. Que vous descendez de la moto, de la voiture pour emprunter la moto. Parce que ici, là, il se fait des hâtards. Madame, quand la marraine a parlé à la fille, elle a dit, je ne peux pas prendre la moto le jour de mon mariage. Soit tu négocies avec monsieur le maire et je me marie à la dernière minute ou à l'heure que je peux arriver. Oh. Avant d'arriver, elle paie mon mot. Son mari avait arrêté sa bouche comme un groupe de 100 francs. J'ai dit qu'on a supplié. Jusqu'à le chef du village a appelé pour dire que papa, tu ne peux pas me parler de ton mariage. Je me déplace et viens à Douala. Et c'est que le soir, on va faire le show. Dans un hôtel de la place, tu dis que tu ne te maries plus. Que le comportement de ton épouse est en train de te frustrer. Le chef du village a appelé pour dire que mon fils, si tu sais que tu vas faire partie de mes 9 notables bientôt, pardon. Calme d'abord tes élans, calme tes esprits, calme ton cœur. Vous vous mariez, on va voir, on va encore gérer tout ça. On va gérer ça plus tard. Je termine en disant, vous femmes qui me regardez, ou encore les hommes, les gens qui me regardent, est-ce que vous pouvez prendre la moto le jour de votre mariage? Motif, parce que attends, le français là c'est encore quoi là? À cause des embouteillages. À cause de c'est ça, voilà. Est-ce que vous pouvez prendre le Benam le jour de votre mariage? Point d'interrogation. À cause des embouteillages de notre pays, pour arriver toi à la mairie. C'est bon, je crois que la question est bien posée. C'est bon? C'est bien posé. Ok, c'est bon. Et je m'arrête là.
Alors, la question de ce matin posée par Tendance Kenya nous permet de tirer quelques leçons. D'ailleurs, les échanges en plateau nous diront davantage, nous renseigneront davantage sur ce qu'il faut retenir en termes d'enseignement. Mais déjà, il faut dire que il est important ce matin de mettre sur la table la symbolique du mariage, de l'organisation de mariage. Est-ce que le faste et les you-you et tout ce qu'il y a comme bling-bling sont, on va le dire, importants pour la suite du mariage? Alors, j'ai lu quelque part tout récemment sur les médias sociaux, un internaute qui disait que plus l'organisation d'un mariage est coûteuse, moins le couple en question n'a de chance de mettre l'eau ensemble. Bon, quand j'ai lu ça, je me suis interrogé. Donc, comme quoi la recette d'un mariage, d'un bon mariage, d'un mariage durable serait peut-être la sobriété, serait peut-être, on va le dire, un mariage pas comme on voit tout récemment, le m'as-tu vu, et qui accompagne tout cela. Mais il faut aussi dire que on voit bien dans les organisations de mariage qu'il y a des personnes qui aiment le plus souvent être créatives. Il y en a qui montent dans les calèches, par exemple, de l'ancienne époque avec les chevaux et tout ça. Bon, Bengan, que disent les ancêtres africains? Est-ce que cette histoire de voiture ou pas voiture se règle comme étant des détails ou c'est important? D'abord, vous-même, vous commencez à refuser les voitures parce que, semble-t-il, ça pollue l'atmosphère. Donc, oui. Vous allez donc faire la promotion de ce qui vous tue. On dit la pollution. Vraiment, passons une journée sans voiture. J'entends vos discours. Voilà. Donc, ça veut dire que la voiture est mauvaise. Oui. Mauvaise, c'est mal, même si ça peut aider, mais elle est mauvaise. Mais nous, à notre époque, on portait les femmes. Elles se mariaient. On les portait, on faisait ce genre de canaux sur lesquels la femme est portée. Quand on vient, quand elle va en mariage, on la porte. Aujourd'hui, vous avez, on dit tout change et nous devons vivre avec notre temps. D'accord, nous on vous observe. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je vois un clip là, le leader du groupe X Malaya. Apparemment, il était sur une moto le jour de son mariage. Alors, il est jeune, il est célèbre, il est un star planétaire. Je ne sais pas si son épouse... C'est pas son mariage. Non, moi j'ai vu ça. Ça passait un message aussi. J'ai vu ça. Bon, maintenant, votre époque, moi je le vois, celui qui a la célébrité mondiale avec son épouse sur une moto. Roger de X-Malaya à qui on passe un bonjour ce matin. C'est Samnik, voilà. Oui. Il faut citer le nom. Roger Samnik, si vous voulez. J'ai vu également Christian Toumi, cardinal de son état, être pris dans des embouteillages à Bonabéry, prendre la moto pour aller à l'aéroport. Parce que l'avion il allait rater le vol. Apparemment, même votre star planétaire, Johnny Hallyday, il s'était marié comme ça. Bon. Donc, moi, ça m'embarrasse donc aujourd'hui avec le problème. Ça veut dire que la femme, elle pense que le maire et tout le monde peut attendre. Même si l'embouteillage finit à 20h, on l'attend ou on reporte. D'accord. On négocie. Mais ça, on négocie. Donc, même les institutions de la République négocient. Mais en faisant le mariage, on savait bien qu'il y a des embouteillages. Ça veut dire qu'elle est dans la ville de Douala. Elle sait qu'il y a des embouteillages. Elle qui programme son mariage à 14h. Comment avait-il, elle, puisque là c'est la femme qui a des problèmes, comment a-t-elle aménagé son emploi de temps pour qu'elle soit à la mairie à 14h, sachant qu'il y a des embouteillages? Voilà une femme qui commence avec le désordre dans la famille. Voilà, elle vient avec le désordre là. Et après on va dire demain que les hommes sont, voilà, même le jour de mon mariage, il m'a dit de monter sur la moto. Il m'a dit d'emprunter le Ben Sikit. Et elle ne fait rien. Et comment l'homme vit aussi à Douala? Comment lui l'a fait pour être à la mairie à temps? La femme, elle est dans le désordre. Moi, je dis seulement, mon fils, comme tu as accepté et même tu as fait déplacer ton chef,
Il aime le mariage, mais sache que c'est un sacré problème. Est-ce que on doit gérer ça comment? On doit régler cette situation comment? On supplie le maire, puisque embouteillage ou pas, certaines femmes prennent le temps. Les hommes ont l'horloge et les femmes prennent le temps. Quand elles prennent le temps, ça veut dire qu'il n'y a pas l'horloge. On l'attend, c'est au moment où on doit commencer la cérémonie qu'elle commence ses toilettes. Et voilà, ses maquillages et tout. Donc elles prennent le temps, alors que l'homme, lui, il a l'horloge. C'est donc un mariage qui commence là avec des hicks. Voilà. Des hicks, sur un mauvais pied, voilà. on va le dire clairement. Comme tu connais déjà ses défauts, prends-la, mais dis-lui, commence maintenant à mettre les balises, les limites. Ici c'est ça, ici ce n'est pas ça. Voilà, puisque elle part pour devenir Madame telle. C'est elle qui change de nom, c'est pas le contraire. Donc on va aussi faut commencer à mettre les limites là maintenant. D'accord. Alors Florazé, comment expliquez-vous le comportement de la femme? Qu'est-ce qui se joue, à votre avis, dans son esprit? Est-ce qu'elle imagine qu'elle va être foulée aux pieds, qu'elle va être moquée par ses copines et qu'on risque ne pas la respecter pour ce qu'elle a représenté comme image à son mariage? Qu'est-ce qui se joue dans son esprit, Florazé? Non, c'est du complexe. Malheureusement, il y a des gens qui ont construit leur vie sur du complexe. Et bien, cette femme est complexée. Parce que moi-même, parce que si je prends une autre orientation, je vais me contredire même dans ma propre vie. Parce qu'il m'est souvent arrivé d'emprunter la moto parce que à cause des embouteillages, vous devez arriver pratiquement à l'heure au boulot et même qu'à des rendez-vous, etc. Et tout est bloqué dans l'embouteillage, vous faites quoi? On n'a pas de route de contournement, etc. Donc, la toute première issue que vous avez, c'est de prendre un BENA pour retrouver le jargon naturel. Mais moi, je vais vous dire que prendre même cet engin dans ce cas exceptionnel, ça, vous allez rendre les gens stupéfiés. De voir une très belle femme, parce que vous savez, toutes les femmes sont belles, encore plus le jour de leur mariage, avec cette robe blanche et tout, sur une moto, ça vaut des selfies. Ça vaut le coup de s'arrêter et de dire, et pourquoi pas, tu sais même, mon classe si bien dit, donc je trouve que les gens sont beaucoup trop complexés, Eric Fopoussi. Et je ne pense pas que cette dame, devrait, comme Bobo l'a dit, je crois qu'il exagère un peu, dire qu'elle crée le désordre, etc. et tout. Donc, il y a des personnes qui vivent dans leur bulle. Et puis, justement, puisqu'on parle des choses palpables, du quotidien, des choses qui nous entourent, il y en a qui ne se voient pas sur un mannequin, sur une moto. Non, ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que il faut être à même d'être sur tous les terrains. Parce qu'un jour, quand le plan A vous lâche, et que vous n'êtes pas préparé pour le plan B, vous faites quoi? Moi, maintenant, parlant de la situation de mariage, je peux également comprendre cette dernière. Mais maintenant, dans quelles circonstances? Est-ce qu'il n'y avait pas une voie de contournement? Est-ce que autant de questions? Mais si j'étais à la place de cette dernière, j'aurais sauté sur un... Parce que quand j'écoute même l'histoire, j'ai l'impression que c'est un film qu'on me raconte. Parce que pour votre mariage, vous voulez être là. Parce que vous avez votre mari qui vous attend. Et vous vous dites, si je ne suis pas là, l'homme, il peut changer d'avis. Et les femmes sont très carrées sur l'heure et tout. Quand on parle même de mariage, elles sont très carrées sur l'organisation, le timing et autres. Maintenant, qui accompagnait la dame? Les patriarches qui nous accompagnent. Est-ce que la marraine n'était pas... Est-ce qu'autant de questions? Mais moi, ça fait, j'aurais sauté tout de suite sur une moto et j'aurais retrouvé mon mari pour cette consécration. Alors, mais ça me permet quand même de faire quelques petites précisions. Hein. Il y a dans ce pays, dans ce Douala et même à Yaoundé, dans les autres villes du Cameroun, des personnes de principe qui ont décidé de ne jamais monter sur une moto pour des raisons pas celles que vous évoquez de complexe, non, c'est un complexe, mais plutôt de sécurité, qui ne se sentent pas en sécurité sur une moto. Qu'est-ce que vous croyez? Et qui craignent toujours même quand il y a un casque, j'ai vu des gens, même quand il y a le casque de protection, même quand il y a le blouson en cuir, il y a des gens qui ont de la peine à accepter monter sur une moto parce que, étant apeurés, je ne sais pas quel est le mot qu'on utilise quand on a peur de la moto. Nous tous, Eric Fopoussi, on a peur de la mort. Tout le monde, il y en a qui ont... Demandez-moi si j'ai peur de la mort, je vous dirai que je ne sais pas ce que c'est que la mort. Et peut-être demandez-moi si j'ai déjà été victime d'un accident où j'ai cramé ma vie, où je me suis demandé, mais mon Dieu, donc j'allais passer à trépas et toujours je dirais oui.
Mais est-ce que ça m'empêche aujourd'hui d'être... Non. Est-ce que je vis dans l'inquiétude, dans la crainte et tout? C'est pourquoi je dis c'est un complexe. C'est un complexe. Vous allez voir une personne de... Justement, ces personnes de principe aujourd'hui se retrouver dans des situations terribles où vous sortez de votre véhicule, vous serrez. C'est comme ça, c'est la vie. On doit être préparé à ce type d'événements, ce type de situation. Mais malheureusement, ces principes dont j'estime que c'est un peu trop de complexe et on camoufle ça dans du principe. Ok, et donc au-delà de ça, on peut aussi s'imaginer que cette dame n'a pas intégré ce film-là comme ça, que son mariage se fasse de cette manière-là, parce que c'est quand même, on va le dire pour elle, le jour le plus beau de sa vie, le jour où elle se marie. Alors, Charlamel Mbachou, tout le monde attend avec impatiemment ce que vous allez dire sur l'histoire de ce matin. Monsieur Eric Fopoussi, un conseil, me disait mon grand-père, n'épouse jamais une femme que tu n'as pas pétrie à ton image. N'épouse jamais une femme que tu n'as pas pétrie à ton image. Très bien. Voilà. La femme est l'image de son mari. Bon, de mauvaises langues diront la Monsieur Eric Fopoussi, les mauvaises langues, je vous réponds. ça dépend. Il y a les bouddhistes, il y a les... Dis-leur que Sarah appelait son mari Monseigneur. Donc, monsieur Eric Fopoussi, il n'y a pas meilleure personne en retard sur cette terre que la femme. Si vous devez sortir avec une femme à 14 h, commencez à lui mettre la pression à 12 h. À 13 h, dites-lui que vous êtes déjà là. Vous allez vous rendre compte qu'elle met le dernier mascara, les femmes sont de nature en retard. Elles prennent le temps. Monsieur Eric Fopoussi, même pour la naissance, même pour naître, les filles font les nyanga. Elles sont errantes. Elles sont errantes. Demandez aux gynécologues. Demandez à ce que les filles vont vous dire. J'ai dit la fille sort errante. Elle fait souffrir sa mère alors que le garçon c'est un coup. Donc, monsieur Eric Fopoussi, je vous prends des exemples de Bantou. C'est très faux. Monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi, je suis de loin en train de ressembler à Louis de Finesse pour qu'elle me parle de la rigolade. C'est parce que permettez-moi de chuter, monsieur Eric Fopoussi. Vous chuterez sans tomber, mais je dis juste que il y a une chose qui est quand même assez claire. On doit devoir vous reprendre sur de tels propos. Bien sûr. On ne peut pas admettre ici que les filles et les garçons sortent chacun ou c'est un gynécologue qui peut parler. Non, moi aussi. Est-ce que vous êtes gynécologue? Laissez ça. Il y a quand même des femmes sur le plateau. Oui, mais les gynécologues. Je suis un parent de filles. Voilà, il y a quand même des femmes sur le plateau. Monsieur Eric Fopoussi, même à la naissance, les filles font souffrir. Bon, je vous l'ai dit. On vous l'accorde. Posez la question, on va vous dire, même à la naissance, elles font On vous l'accorde. Monsieur Eric Fopoussi, ce mariage a été mal pensé, mal ficelé, comme l'ensemble des projets structurants de ce pays. Il y a 4 lieux où un homme doit tout faire pour s'implanter. L'école, l'église, l'hôpital, un commissariat, une gendarmerie. Lorsque vous voulez louer ou prendre une maison, rassurez-vous que vous avez ces 4 éléments au moins près de vous, pour vous qui êtes chrétien. Ces 4 éléments. Lorsque vous décidez de vous marier, une chose est sûre, vous ne partirez pas de chez vous pour la mairie. Vous ne partirez pas de chez vous pour la salle. Si vous êtes déjà chez vous, organisez ça dans votre jardin, dans votre cour. Vous ne partirez pas de chez vous. Donc vous devez être au maximum à 100 ou 150 mètres de la salle de fête ou du lieu de cérémonie. Ce qui veut dire hôtel, mairie, salle de fête, monsieur Eric Fopoussi. Donc c'est un mariage d'office mal ficelé. L'autre truc, c'est que l'homme n'a pas pétri la femme à son image. Voilà une femme qui, le jour de son mariage, fait ce qu'elle veut, comme elle le veut, malgré la pression mise par son mari, que madame, on nous attend. On a déjà célébré 3 mariages. Elle dit, c'est son problème, je ne sors pas de la voiture. D'ailleurs, la voiture est climatisée. En sortant là-bas, la chaleur va me frapper. Et c'est sûr que nous sommes en saison de pluie, il risque de pleuvoir sur moi. Monsieur, je reste dedans. Si le maire ne peut pas entendre, on change de maire. Entre-temps, l'homme a déjà pris tout, il y a eu la publication des banques. L'homme a déjà payé. L'homme a déjà géré même les gars qui vont jouer la bêlée. Toute la famille est là. La femme vous envoie au téléphone que, monsieur, c'est mon temps. Qui doit attendre? Le maire? Posez-vous les bonnes questions. Ce mariage est déjà voué à l'échec. Je suis désolé. C'est la femme qui porte le pantalon dans ce foyer, ce n'est pas l'homme.
Donc moi, non, ce que je fais, c'est que je sors tranquillement de la salle, j'emprunte une moto, je passe, tu es à quel niveau je viens te retrouver, je vais la trouver, je lui dis salut et je continue. Encore faut-il se rendre compte de ce que cette femme qui porte le pantalon, tel que vous le dites ce matin sur le Zénith, soit capable d'admettre ça. Mais monsieur, si elle porte le pantalon, je peux vous il y a un rétro-planning. Je vous parle toujours du rétro-planning. Non, mais on a non, monsieur, il faut pousser. Attendez, on a compris. Il y a un président du comité d'organisation. Si vous voulez qu'on dise ça, il y a un président du comité d'organisation. Il sait que la femme se lève à 4 heures. Il sait qu'à 6 heures, elle doit bien laver. Il sait qu'à 7 heures, elle doit aller sur la coiffure, au salon de coiffure. Il sait qu'elle doit être habillée. Il sait qu'elle doit être parfumée. Il sait qu'elle doit être chaussée. À telle heure, nous devons déjà prendre la route. C'est un rétro-planning qu'on organise. La vérité, c'est que, vous savez, on n'est pas toujours préparé à gérer les embouteillages. Vous sortez de chez vous. Vous avez parlé de plan A et de plan B. Non, donc ça ne s'applique que pour la moto. Ça ne s'applique même pas pour le tracé routier. On ne peut pas être très extrême et trop radical. On n'est pas toujours préparé aux embouteillages. Je peux comprendre que et je l'ai dit, qu'elle est un peu peut-être stressée par son mariage, mais elle était un peu trop complexée. Pour prendre un engin, etc. Peut-être que c'est également, comme vous l'avez dit, Eric Popoussi, une femme de principe. Je dis qu'on n'est pas toujours préparé aux embouteillages. On est toujours préparé. On connaît les points des embouteillages à Douala. Combien de messieurs... mais Chalamel, on connaît les points. Donnez-nous le flux. Dokoti. Parce que vous quittez le Dokoti passe difficilement. Mbopi, compliqué. Monté, Valé Bessengue, compliqué. Rond-point des dos, compliqué. Le Babaray, compliqué. Vous voulez que je vous donne une maîtrise? Les heures exactes, puisqu'on n'est pas... Non, je veux pas de la gestion. Terminer rapidement. Puisque je la même étouffe à chaque fois, je veux pas aller... Oui, je veux rebondir pour dire qu'on n'est pas toujours préparé aux embouteillages, surtout dans la ville de Douala. Même quand on observe ou quand on maîtrise ces points que Chalamel évoque ce matin, les heures, même les zones, 6 heures, vous sortez de chez vous, il y a déjà embouteillage. 14 heures, il y a déjà embouteillage. 16 heures, il y a embouteillage. Non, je vais donc dire, quel est donc leur propice où il n'y a pas d'embouteillage. Donc la vérité, c'est que... intégrer les embouteillages dans justement, je vais donc dire qu'il y a des personnes, même si on intègre, mais on vit mal ce problème d'embouteillage. Vous avez fixé un chronogramme, vous arrivez, vous vous dites que vous allez traverser un carrefour parce que vous estimez par rapport au timing que ça ne sera pas une heure de pointe d'eau, heure d'embouteillage, mais vous êtes confronté à cette situation, vous faites quoi? Donc je dis à un moment donné, il faut quand même, Chalamel, il faut quand même balancer les choses et éviter d'être extrémiste ou trop radical. Madame, vous savez quelle est la durée d'un mariage? Un mariage met combien de minutes? Célébrer par un maire, ça met combien de minutes? Je suis d'accord avec... On vous dit qu'on a fait 3 mariages, on a célébré 3 mariages, mais vous calculez le temps comment? La vérité, c'est que... Ce n'est pas une histoire, vous voulez prendre le temps, vous voulez prendre... Il y a du piment, il y a tout. Un mariage minimum met 45, 1 heure. Chalamel, merci beaucoup. Ça fait 3 heures de temps, non? Mais merci beaucoup, Chalamel. Alors, j'aimerais quand même profiter de cela, pour faire une petite précision, une observation aussi, parce que je remarque que à Douala, par exemple, les gens réussissent l'exploit de quitter village, par exemple, pour aller se marier à Douala 4e à Bonabéry. Il y en a qui quittent Douala 5e pour se marier à Douala 1er à Bonanjo. Il y en a qui quittent... je sais pas, c'est quand même compliqué parce que j'imagine qu'il y a des affinités qu'on a avec certains maires, avec certains magistrats municipaux. Mais à un moment donné, comme l'a dit Chalamel, il faut pouvoir planifier. Il y a les centres d'état civil spéciaux. Tout à fait. Mais sauf que les gens veulent toujours aller à Douala 1er, chacun veut aller se marier à Bonanjo, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais c'est quand même terrible. Non mais Chalamel, ça va avec vous. Tout le monde veut se marier à Bonanjo. C'est quand même terrible. Les gens quittent partout pour Bonanjo. Mais attention, à un moment donné, il y a les centres spéciaux partout, comme l'a dit au Bengale. Vous avez vos mairies d'arrondissement à Douala 3e, à Douala 4e, à Douala 5e, partout Douala 2e. Pourquoi toujours aller là-bas à Bonanjo? Je ne sais pas. Peut-être que le maire Malapa, je ne sais pas s'il est un spécialiste, mais quand même, c'est des questions. Comment je mets les jardins publics, monsieur Eric Fopoussi? Même à Douala 5e. Moi, à l'époque, j'étais même au village. Le j'étais venu me marier à la maison. Oui, alors, tendance sur la question, quel est ton avis? Oui, mais pour les mairies, je ne sais pas où j'ai les relations. Si on voit peut-être que j'ai les relations à Douala 5e et que monsieur le maire va célébrer mon mariage, pourquoi on est parlé là-bas, même s'il vit à Bonabéry? Il s'agit de mon jour, le jour de mon bonheur. Et pour terroriser les gens? Non, pas pour terroriser, mais bon, même le maire doit comprendre. Pour un maire qui se respecte,
Il doit comprendre que ouais, le couple là vraiment, je n'ai pas encore patienté. Et un homme qui te dit je ne me marie plus, ça veut dire que c'est un chantage. Tu vois que si tu l'épouses, elle va mourir, elle ne va pas mourir. C'est un problème de compréhension. Apprenons à se communiquer. Oui, est-ce qu'en sortant de la maison, elle savait qu'il devait avoir un embouteillage? Parfois, quand tu quittes Bonabéry, rien que pour le rond-point, tu mets combien d'heures de temps en route dans les embouteillages? Par exemple. Tu peux faire 8 heures de temps en route. Tu peux faire 10 heures de temps en route seulement quittant Bonabéry pour ici. Moi, particulièrement, je ne peux pas être star au jour de mon mariage. Tendance pour être à l'heure à son lieu de service, vous sortez tôt. Vous sortez tôt pour être à l'heure à votre lieu de service. Et ici, il est incompréhensible que le jour de votre mariage, c'est ce jour-là que vous voulez sortir à l'heure. Le jour du mariage, parfois, on est stressé. Oui, voilà. Le stress, c'est ton jour, tu n'as jamais mis l'alliance. Donc, tu es fier. Maintenant, on va me voir une tendance que Mamie Gigi va descendre de la moto le jour de mon bonheur. Non, quand même. Non, tu vas faire le groupe, on va me voir là-bas. Et on connaît les Camerounais. Si vous voyez seulement une personne prendre la moto avec la robe de mariage, vous allez prendre les photos au track. Maintenant, c'est les groupes. Vous allez montrer dans les groupes. Qu'est-ce que mes copines vont dire? Que le jour de son mariage, elle a pris que la moto. Je ne peux plus discuter avec une fille. Elle va m'insulter que tu m'atteins avec quoi? N'est-ce pas le jour de ton mariage, tu as pris le l'épouse de Roger Samnik, on est plutôt... elle avait un exemple. Le leader du groupe Ismaël. Laissez Tendance finir. Tendance finir rapidement. En disant que moi particulièrement, le jour où il y a mon bonheur, soit au Cameroun, on mouille là-bas, parce que vous avez dit qu'elle va parler de la corruption. Soit mon époux, au nom de l'amour, tu peux voir le maire, tu dis que papa, pardon, belon. Tu lui donnes les élots, tu dis que non, j'ai ton enveloppe après. Le mariage, les célèbres. C'est comme ça, les femmes. Au Cameroun, il y a la place. Et vous voulez que le Cameroun change? Tu achètes quelqu'un. Tu achètes quelqu'un pour donner l'autorisation qu'on vient te mater chez toi. Qu'on vient te mater. Dis que monsieur le maire, prenez l'argent pour permettre à la femme là de venir me taper chez moi. Voilà. Au Cameroun, il y a la corruption. J'avais tout dit. Que même un nouveau-né, quand il respire l'air du Cameroun, il devient corrompu. Vous croyez qu'il ment? Les gens... Personne ne peut me dire qu'on n'a jamais mouillé un peu la barbe, peut-être pour faire telle chose. Vous mouillez souvent, mais vous cachez. Je ne mouille pas. Vous mouillez, mais vous cachez. Tu vois quelqu'un qui arrive dans un bureau administratif, Eric, il veut voir peut-être le boss. Il faut maintenant monnaie avec le gardien que papa, pardon, dit que je suis là. Va voir la secrétaire, voilà ton jus, bouscule, va mettre les dossiers sur telle place. Vous monnayez. On sait. D'accord, merci beaucoup. Bon, une petite précision à faire quand même. Ce plateau ne fera jamais, mais alors jamais l'apologie de la corruption, ni même de sa promotion. La corruption, nous sommes les soldats rivés contre cette corruption, anti-corruption, cellule anti-corruption. Cette émission 10-12 le Zénith. Une fois qu'on a dit ça, on va vous remercier, madame, messieurs, de rester fidèles sur notre antenne. L'émission, c'est 10-12 le Zénith entre 10h et 12h. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des temps forts de l'an 36 dans ce pays, Mbongbong Bengan. En 36 ans, qu'avons-nous eu? Ceux qui ont 36 ans aujourd'hui sont nés en 1982. Ils ont 36 ans. Que font ceux qui ont 36 ans aujourd'hui? Point d'interrogation. Nous avons eu beaucoup de discours. Des discours basés sur la rigueur, l'extrême rigueur et une moralisation de fer pour favoriser le dynamisme d'une jeunesse au fer de lance complètement rouillé. En 36 ans, on a tellement entendu des murs et non murs que moi je vous prends d'ailleurs à témoin. On a appris le 10 février 1986 dans un discours, 2 points, je cite. Je vous demande votre aide dans ma lutte constante contre les fléaux qui minent notre société. La délinquance, l'affairisme, le laxisme, l'attentisme, l'oisiveté. Ce pari, nous le gagnerons ensemble devant l'histoire et devant les hommes. Nous avait-il dit le 10 février 1986.
10 février 1988, il revient. Vous êtes le Cameroun de l'avenir. Préparez dès aujourd'hui l'avenir du Cameroun. Vraiment. Il ne saurait y avoir de développement véritable pour l'homme qui vit sous le régime de la peur et de l'ignorance qu'on fait pour le libéralisme communautaire. Vous comprendrez de quoi je parle. Dans tous les cas, je vous ai compris. Vous pouvez compter sur moi, avait-il dit. Rappelons-nous encore que le même, dans l'an 36, nous avait dit: je compte beaucoup à cet égard sur la décentralisation pour que les Camerounais participent de façon plus étroite à la vie politique. Les textes qui en définiront le fonctionnement ont nécessité une préparation minutieuse en raison de la complexité du problème. Ils seront présentés prochainement à la représentation nationale. Nous étions le 31 décembre 2003. Dernier congrès du parti, tenu le 21 juillet 2006, il nous avait dit: nous avons encore, je dois le dire, un grave problème de morale publique. Malgré nos efforts pour les combattre, la fraude, les détournements de deniers publics, la corruption continue de miner les fondements de notre société. J'ai eu souvent à m'exprimer sur le sujet et de dire ma détermination à éradiquer ces comportements asociaux. Des sanctions sévères ont été prises au cours des derniers mois. Nous n'allons pas nous arrêter en chemin. Ceux qui se sont enrichis aux dépens de la fortune publique devront rendre gorge. 21 juillet 2006. Le 31 décembre 2006, l'an 36 toujours, nous dit: nos institutions se complètent progressivement et fonctionnent de manière exemplaire. La décentralisation est en marche et les Camerounais pourront bientôt participer plus directement à la gestion des affaires publiques. Février 2008, on traite tout le monde d'apprentis sorciers. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire qu'avec un président de la République élu au suffrage universel direct, une Assemblée nationale où siègent des représentants de la majorité et de l'opposition, un gouvernement multicolore responsable devant l'Assemblée, un pouvoir judiciaire indépendant, nous avons établi un régime remplissant les critères essentiels de la démocratie. C'était le 18 mai 2010, lors du lancement du cinquantenaire des indépendances camerounaises. Vraiment. 3 novembre 2011, à l'Assemblée nationale du Cameroun, le processus de décentralisation qui se poursuit de façon satisfaisante sera mené à son terme avec un transfert complet des compétences et la mise en place des conseils régionaux prévus par notre loi fondamentale. 3 novembre 2011 à l'Assemblée nationale du Cameroun. C'est super. 31 décembre 2013. C'est une utopie que de penser que nos efforts, aussi louables soient-ils, vont suffire à leur rythme actuel pour que le Cameroun devienne un pays émergent en 2035. Aucune région de notre territoire ne peut afficher un taux d'exécution du budget d'investissement public supérieur à 50%. Enfin, il est permis de s'interroger sur l'utilité de certaines commissions de suivi du projet qui ne débouchent sur aucune décision. 31 décembre 2013. N'oublions pas qu'en 2012, il avait dit: je n'ai pas de commentaires à commenter. 3 juillet 2015, ne dis pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Hollande s'en rappelle. Je n'ai pas pris le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu lors des élections, au cours desquelles il y avait d'autres candidats. Les élections de 2018 sont certaines, mais encore lointaines. Continuons toujours dans les textes et les dire. Les comportements individuels ne sont pas toujours en harmonie avec la solidarité qui devrait être la marque d'une société démocratique. Trop souvent, l'intérêt personnel prend le pas sur l'intérêt général. Cet état d'esprit est à l'origine de ces dérives sociales que sont la fraude, la corruption, voire la délinquance. Déjà dit le 10 février 1986. On le redit encore en 2016. Le chômage, la pauvreté et les inégalités expliquent le déclin de la morale publique. Notre système électoral doit être perfectionné et que certains réglages sont à faire au niveau de notre organe électoral en vue de son meilleur fonctionnement. Aussi retenons-nous aujourd'hui comme hier à l'écoute des suggestions et des recommandations. La République exemplaire que nous bâtissons est une République ouverte aux critiques constructives sans revendication du monopole de la vérité. La République exemplaire est une République de liberté, de tolérance et de civisme.
J'en viens maintenant à ce qui sera sans doute l'une des grandes affaires de ce septennat, c'est-à-dire l'accélération de la relance de la croissance. L'agriculture au sens large qui fait vivre la majeure partie de notre population. Il nous faudra sortir des sentiers battus, changer de méthode et mettre en œuvre des moyens modernes. Un seul exemple, réalisé au Cameroun ou dans le cadre de la CEMAC, un vaste programme de production d'engrais à la mesure des besoins de notre agriculture. Eric Fopoussi, je termine. Et l'énergie. L'énergie est cause de tant de désagréments que la pénurie d'électricité peut provoquer pour nos populations, mais également pour notre industrie qui a perdu du terrain pour cette raison. L'agriculture, l'énergie et l'industrie ont pour dénominateur commun un réseau d'infrastructures adapté à une économie en expansion. Les conditions, monsieur Eric Fopoussi, voilà ce que l'an 36 nous a donné, je ne peux même plus terminer. Oui. Que de discours, de beaux discours. De 86 en 2018, c'est des répétitions sans aucune avancée. D'accord, Charles Amel Bachou qui signe la colère, c'est une sorte de chronique sur un fait précis de la nation. J'ai promis de revenir sur les propos de Issa Chiroma Bakari, le ministre de la Communication, à la suite de la candidature de Paul Biya, le président de la République. Il avait dit ceci dans un tweet, je suis particulièrement comblé. Si vous voulez, le FNSC est particulièrement comblé par la candidature de Paul Biya et donc s'engage à porter la candidature à bout de bras pour la victoire finale du président. Donc pour dire que la NDP et l'UNDP soutiennent le président Paul Biya, ce n'est vraiment pas une information puisque, comme vous le savez, ils sont dans une même coalition, ce qu'on appelle ici chez nous la majorité présidentielle. De la parole aux actes, la parole présidentielle, qu'est-ce que ça vaut? Quel est le poids? Quelle est la valeur de la parole présidentielle? Quelle est la valeur? Quel est le poids des promesses présidentielles? Quelle est la valeur? Quel est le poids des discours du président Paul Biya passé au crible ce matin par une colère et une lecture sans concession de Charles Amel Bachou Bengan? À quoi ça tient tous ces discours qui ne se traduisent pas par des actes concrets? Comme Charles Amel fait l'évocation, moi aussi je vais faire un tout petit peu en vous répondant de manière claire. Célestin Monga venait lorsque le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, il s'appelait à l'époque Garga Aman, chasse la baleine. Il s'agit de Messi Messi pour l'affaire de la société camerounaise de banque. Célestin Monga collaborait à l'époque de nos confrères de Jeune Afrique Économie, va au Canada interviewer Messi Messi. Il fait des révélations fracassantes. De son retour, Célestin Monga est interpellé à l'aéroport de Douala de manière musclée. Il est quand même libéré. Quand vient la nouvelle expression, l'interroge et il dit: le président Biya, je pense qu'il n'avait pas une bonne maîtrise des affaires de ce pays. Et il termine en disant: je pense que les Camerounais vont lui réserver une sortie honorable. Nous sommes là en 1992. Donc, regardez, et pour revenir donc à ces interrogations-là, lorsque le chef de l'État prend le pouvoir, il doit terminer le mandat. Et il prend le pouvoir sur la base d'une feuille de route que son illustre prédécesseur lui a léguée. C'est lui-même, ce sont ça ses termes. Les élections doivent avoir lieu en 1985. Il doit terminer le mandat, 85. Il les précipite le 14 juin 84. C'était pour chercher quoi? On s'est posé des questions. Pourquoi ne pas terminer le mandat? Non, apparemment, parce qu'il y a eu coup d'État. Sûrement parce que, voilà, coup d'État du 6 avril 84. Pour refaire sa légitimité politique. Voilà. Mais sauf que le 18 mai 1984, il appelle les Camerounais à ne pas fêter. Il termine son allocution en posant 3 questions. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Donc, je ne sais pas si lui-même a répondu à cette question. Il fait un mandat donc
qui doit avoir 5 ans. Donc l'élection présidentielle devait avoir lieu en 1989. Il précipite l'élection présidentielle. Il l'organise le 24 avril 1988. Pour quelle raison? On ne sait pas. On est encore sous le régime du parti unique. Du parti unique. Il faut le dire. Oui. Donc, et il est seul. Pourquoi il anticipe les élections? Il n'arrive pas à la fin du mandat. C'est ce que Moukoko Puzo appellera plus tard un plongeon dans le gouffre. Donc, en fait, il y avait crise. Et le président de la République, justement, ça s'explique par le fait que même au sein de l'UNC, l'Union nationale camerounaise, qu'il a porté au pouvoir, il ne siégeait pas dans les cercles de décision. C'est le parti qui dirigeait le pays. Il n'est membre ni du comité central, encore moins du bureau politique. Lorsqu'il prend donc les rênes du pouvoir, ça commence en juin, le 30 juin 1975. On le nomme Premier ministre en charge de l'économie. Il n'est pas là quand on est là-bas, mais c'est lui qui vient présenter à l'Assemblée nationale le programme économique, social et culturel du Cameroun. Vous voyez donc que les décisions sont prises ailleurs et lui, il doit manœuvrer, mais je ne sais pas. Mais les gens vous diront, oui, mais il était directeur du cabinet civil. Après, il est devenu ministre, secrétaire général, président de la République, il était... Bon, en principe, c'est ça. Mais pourquoi dans les faits? Parce que précisément, les cercles de décision étaient prises au sein du parti, où lui, il ne siégeait pas dans tous les instances dirigeantes. C'est pour ça que nous allons donc dans ce que nous appelons aujourd'hui la politique par embuscade. Mais à l'époque, on peut parler de la politique d'hésitation. C'est ça qui fait que en 85, par exemple, il dit qu'on a 8 milliards de francs qu'on doit, que l'Office national de commercialisation des produits de base doit redistribuer aux planteurs à raison de 30 francs par kilogramme de cacao ou de café. Mais comment se fait-il que 2 ans seulement après, l'ONCPB ferme les portes? Alors que l'ONCPB aide même l'État du Cameroun à payer les fonctionnaires, est actionnaire dans plusieurs entreprises. Très bien. Donc, voilà là où la politique d'hésitation, de non-maîtrise des manettes du pays, et lorsque les opérateurs économiques vous disent aujourd'hui qu'on ne nous associe pas dans l'élaboration des budgets économiques, vous commencez donc. J'ai voulu refaire ça pour qu'on comprenne réellement. Oui, et on a retenu que la non-maîtrise des affaires du pays peut conduire donc à ce non-respect de la parole donnée dans les discours. On est toujours à attendre que ces paroles se transforment en actes, ce qui clairement pose aujourd'hui la question de la crédibilité de la parole publique au Cameroun. Lorsqu'on prend un engagement au Cameroun, est-ce qu'on peut le respecter? Est-ce qu'on doit le respecter? Ou si on ne le respecte pas, quels sont les moyens pour le peuple de contraindre ses dirigeants à respecter les engagements pris auprès de lui? Alors, cher Label Bachou, je me pose aussi une question ce matin, c'est de savoir, quand le président Paul Biya s'exprime, qui est-ce qu'il veut convaincre? C'est les bailleurs publics, les bailleurs de fonds publics, ou c'est le peuple camerounais? Qu'est-ce qu'il recherche? C'est calmer les tensions. Souvenez-vous des termes qu'il a souvent employés et qui ont le plus souvent été récupérés de manière assez, je veux dire, malheureuse. Monsieur Eric Fopoussi, s'il cherchait à convaincre les bailleurs de fonds, il ferait plusieurs sorties. Mais vous êtes sans ignorer qu'en une année, notre chef de l'État fait combien de sorties en termes de discours? 2. 10 février. 10 février et 31 décembre, monsieur Eric Fopoussi. C'est connu. Donc, calculez de la session à aujourd'hui, vous aurez le nombre de discours qu'il a tenus. De discours qu'il a tenus officiellement. Calculez, vous allez vous rendre compte des sorties. Donc, forcément, c'est le peuple qu'on va emballer. Mais quand vous essayez de parcourir, monsieur... Pour dire aussi que vous mettez là en perspective la rareté ou même l'inexistence de points de presse. De points de presse, c'est ça que je voulais dire. De points de presse. Calculez de la date de la session jusqu'à aujourd'hui, les nombres de sorties officielles, vous allez vous rendre compte. Combien de conférences de presse le président Paul Biya a au Cameroun qui est au pouvoir? Au Cameroun, bien sûr. Un certain président ailleurs avait décidé de faire des conférences de presse tous les 6 mois. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Essayez de prendre l'ensemble des discours donnés en langue 36. Vous allez vous rendre compte, monsieur Eric Fopoussi, que c'est la même chose. On fait des paraphrases,
on enlève une virgule avant, on met un point, on ressaute, on établit, on essaie d'évoluer, mais on reste sur le même fond. Je vous prends un cas. Nous sommes en 1986. Je vous demande votre aide dans ma lutte constante contre les fléaux qui minent notre société. Délinquance, ça a changé. Affairisme, nous sommes en 2018, hein, ça a changé. Laxisme, l'attentisme, l'oisiveté. Nous avons des fonctionnaires qui arrivent à 7h, qui repartent à 7h30. Ils ont signé, ils rentrent carrément rester dans leur quartier. D'autres qui arrivent, ils signent, ils vont s'asseoir dans les gargotes. Ils passent toute la journée dans les gargotes. D'autres qui arrivent, qui gèrent la majeure partie de leur dossier hors de leur bureau. Dans leur voiture, vous trouvez tous les dossiers classés. La voiture est devenue leur bureau. Pourtant, ils ont des bureaux. Vous avez ceux qui doivent aller en retraite, qui ne vont pas en retraite, mais qui occupent les bureaux. Donc, monsieur Eric Fopoussi, je prends tout cela pour vous dire que ça n'a pas changé. Prenez le dernier congrès. Le discours tenu lors du dernier congrès. Qu'est-ce qui a été dit? Du RDPC, vous voulez dire? Du RDPC, qu'est-ce qui a été dit? Quels sont les engagements qui ont été pris? Monsieur Eric Fopoussi, on a parlé de l'accélération de la croissance, on a parlé de l'agriculture, on a parlé de la production, de l'engrais qui devait être un exemple dans ce moment. On a évolué là-bas. Vous avez déjà ça. D'accord. Ok, Florazé, qu'est-ce qui pour vous explique que le président Paul Biya prenne des engagements dans ce discours et que par la suite, il n'y a pas la concrétisation de ces annonces dans les faits? Non, la vérité, c'est que justement dans ces discours, on ne fait plus attention à la différence entre le chef d'État et puis l'homme politique. Et maintenant, sur le terrain, comme Chalamel l'a si bien dit, on n'a pas, quand on fait le bilan, on constate tout simplement qu'il y a un échec total. Quand, par exemple, vous regardez à côté de vous des États qui célèbrent 50 ans de vie sans coupure d'électricité. Sans poussière d'année. Voilà. C'est l'Allemagne. En Allemagne, bien sûr. Et qu'au Cameroun, justement, entre en 6 ans, Eric Fopoussi, on va de mal en pire, qu'aujourd'hui, on a même des personnes qui décèdent parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. Donc, j'estime que le bilan est lourd, il pèse et il y a des conséquences. Je ne vais pas les citer ici, tous nous les vivants. Donc, maintenant, comment, la question c'est comment faire pour sortir? Est-ce qu'il y en a qui ont dit que j'ai entendu quelque part que pour justement combattre le système, il faut l'intégrer? Et que ce n'est pas la personne en fait qu'il faut combattre, mais c'est le système. Donc je me pose la question justement, comment intégrer ce système et puis comment le combattre, Eric Fopoussi? Parce que nous, justement, je me mets un peu à la place parce que je suis une Camerounaise qui vit pratiquement les mêmes déboires de tous les jours et qui a souvent écouté aussi les mêmes promesses, concepts d'hommes politiques et autres. Eric Fopoussi. C'est Chalamel qui me dit toujours en coulisses, la politique n'engage que ceux qui les promesses. Oui, mais on a toujours cru, on a accepté à un moment donné, mais on n'a pas eu justement la réponse qu'il fallait. Mais quand vous regardez la gestion d'un pays, regardez un peu déjà comment les populations vivent. Il y a plus de frustration, il y a plus de frustrés. Et en 36 ans, on a vu les mêmes, on a recommencé avec les mêmes. Donc pour vous, c'est les mêmes qui expliquent que ces discours ne soient pas concrets dans les faits, Florazé? Bien sûr, il faut aussi. En 36 ans, ce sont les mêmes qu'on voit, ce sont les mêmes qu'on ramène et ce sont les mêmes qui nous maintiennent dans la situation dans laquelle on se trouve, Eric Fopoussi. Donc maintenant, moi, j'estime, et j'ai toujours, et il y a plusieurs mois déjà, on parlait de ce moment très important pour les Camerounais, notamment l'urne, le vote, pour changer tout. Est-ce que justement cet accès ou alors cet issue sera favorable pour que les Camerounais aient un changement meilleur ou une visibilité d'espoir pour un lendemain meilleur? Parce que le constat que Chalamel, c'est un bilan. Et le bilan, il n'est pas très positif. Pourquoi vous utilisez le terme pas très positif? Peut-être qu'on comparait. Non, vous savez, non, peut-être pas. Parce que peut-être comparer, peut-être quand je regarde autour de nous, je pourrais également dire qu'on est peut-être meilleur qu'ailleurs. On est peut-être meilleur qu'ailleurs, mais je dis le discours, le bilan. Vous me rappelez l'issue n'est pas très positif. Vous me rappelez cette phrase du président Paul Biya qui disait dans l'un de ses discours qu'on aurait pu faire pire. Il le dit, c'est clair. Oui, mais il dit c'est clair. On aurait pu faire mieux et il dit j'en doute. Donc pour vous dire que il a mis le plafond, le plafond le couvercle, le plafond de verre a été atteint donc pour tout le monde. Alors Tendance Keng, la voyageuse, qu'est-ce que tu penses des promesses non tenues du président de la République, son Excellence Monsieur Paul Biya? Moi je le comprends. Papa, je te comprends bien. Ce que vous l'avez trop déçu. Parmi vous, il y a les travailleurs.
Ça se dit en français, non, pas Non, les traîtres. Le travailleur, ça ne dit pas en français. Ah, ok, je modifie. Le français est là. Bon, tu veux que je veuille confirmer? Non, c'est comme ça que tu ne sais jamais. Tu as dit que c'est les traîtres. Voilà, parmi vous, il y a les traîtres. Maintenant, le français est élastique, chacun tire de son côté. Je suis pas bien dans ma peau. Tout à l'heure, tu as dit que non, il pouvait faire des conférences. Les conférences vont vous servir à quoi? Parce que parmi vous, il y a certaines personnes qui ne veulent même pas voir sa tête. Vous l'insultez comme on insultait un bébé. C'est un enfant. Les gars passent le temps à dessiner mon père pour mettre sur Facebook. Biamosgo, Biasmugo. Ils n'ont go. On chasse quelqu'un dans son pays. Vous-même, si on vous chasse. Non, soyons sérieux. Il s'agit de... Non, nous sommes dans un plateau sérieux. C'est de la télé qu'on fait. Bien sûr. C'est pas le quartier. Soyons un peu respectueux. Paul Biya doit partir. Il part. Vous-même, si on vous chasse, vous allez être fiers. Que tu restes comme ça, demain, on dit que tu ne banques pas. Tu vas partir où? Tu vas encore chercher un autre pays où? Tu es dans ton pays. Alors, parmi vous, il y a les gens qui n'aiment pas le voir, qui l'insultent comme ils veulent. Chacun dit sa part. On le dessine sur Facebook. Celui-ci dit sa part. Les enfants, même, vous avez grandi quand? Il va vous caresser au centre du poil en bon français. D'accord. C'est ça? Il n'y aura pas de conférence. Bon, il ne doit pas partir. Non, mais respectez-le. Non, mais tendance. Les conférences de presse, telles qu'on évoque le sujet sur ça va les servir à quoi? Ça va servir quand les gens vont l'insulter après. Non, ça va servir parce que les journalistes sont capables de dire au président Paul Biya devant tout le monde qu'il y a tel dossier qui ne marche pas parce que si et ça. Je rappelle que Samuel Eto'o, qui a été dépêché pour jouer le lobbying auprès du président de la CAF, Ahmad, qui, dans une récente correspondance, a demandé au Maroc de se tenir prêt, parce qu'on ne sait jamais pour la CAN 2019 au Cameroun. Alors, il se passe que Samuel Eto'o était censé gérer ce dossier-là, mais désormais, il semble ne pas vouloir se mouiller plus que ça, parce qu'il sait que tous ceux qui l'ont invité à Yaoundé, que ce soit le Premier ministre, le ministre ou tous les autres là, lorsqu'ils vont se rencontrer, il n'est pas certain que les conclusions, les résultats de ce qu'ils vont se dire soient reportés au président tel quel. Les gens vont chercher à nuancer comme toujours pour qu'on n'avance pas. Là-bas, je le comprends vraiment. Voilà. Après, on va dire que quelqu'un supporte son père. Où il est là, il ne sait même plus dans quel couloir vous allez le prendre. Donc, il ne sait plus comment se tenir. Il ne connaît même plus qui est qui. C'est pour ça que maintenant, il préfère rester dans son couloir. Vous gérez comme vous pouvez. D'accord. Il ne sait pas si c'est celui avec qui il prend le petit déjeuner le matin qui va dire que j'étais tête de main. Il ne sait pas. Vous voulez qu'il se comporte comment? D'accord, très bien, c'est bon. Je ne sais plus s'il va danser avec le pied gauche ou le pied droit. Voilà, merci beaucoup, Tendance, merci beaucoup. Garde ma monnaie, papa, garde ma monnaie. Mais tu n'es pas bien, hein. Tu veux me créer un conflit diplomatique avec Bombok. Tu lui poses une question, il dit c'est ça, tu veux démarrer pour que j'infirme. Non mais attention. On ne sait jamais. Même si je sais que c'est faux, je veux rester tranquille. Hein. Non, c'est que le papa ne manque pas. Voilà, absolument. On dit, à l'époque, on disait que les papas ne mentent pas, vous mentez. Parfois, tu vois un père, quand il a un enfant qui est têtu, il te dit qu'à l'école, je sortais premier. Où sont les témoins? Vous mentez. Tu vois un père qui dit que j'ai passé ma vie à l'école. Merci beaucoup, Chalamel Batchou, pour cette chronique. On va se dire à tout de suite, madame, messieurs, pour continuer cette émission en deuxième partie. Restez avec nous sur Equinox Télévision. Merci infiniment à vous de faire confiance à Equinox Télévision. L'émission c'est 10-12, le zénith de ce mardi 24 juillet 2018. Et pour cette deuxième partie, démarrons comme à l'accoutumée avec les messages que vous nous envoyez. Vous avez aussi voix au chapitre. Florazé, je vous consulte pour ça. Oui, merci Eric Fopoussi. Alors pour cette seconde partie de l'émission, on est avec Ben Ngousso qui dit qu'il faut une alternance au Cameroun et ça passera par un opposant charismatique qui a fait ses preuves en société dans une longue durée. Voilà sa proposition. Ah bon. Alors il faudrait vraiment que les Camerounais réfléchissent. Très bien par rapport à leur choix du 7 octobre prochain. C'est Zachary qui réagit depuis Boya. Autre réaction, bonjour la jeunesse, voilà, la jeunesse est déçue par rapport à ces 36 ans de gouvernance. Le président de la République lui-même est surpris que les Camerounais croient encore en ce qu'il
en ce qu'il dit. Peter Kins à Buea qui réagit. Autre réaction, est-ce qu'un candidat à la présidentielle, comme c'est le cas actuel, doit signer encore des décrets de nomination, comme c'est le cas au Cameroun? S'interroge-t-il, un candidat à la présidence devrait-il pas laisser sa place à la Cour constitutionnelle? S'interroge donc Steven à Yaoundé. Non, il n'y a pas de son mandat n'est pas encore arrivé à expiration. Il a prêté serment le 3 novembre, cher ami. Oui. Donc son mandat court jusqu'au moins au 2 novembre. Donc il jouit encore toutes les prérogatives consacrées par la Constitution. Alors s'il avait été un président de transition intérimaire, comme on le dit en cas de vacances de pouvoir, effectivement, il y a des actes qu'il ne pourrait pas prendre. Mais il est président plein, donc jusqu'à ce que ce mandat en cours s'achève. Alors, une autre réaction, à cause du maquillage et des embouteillages, je suis allée à la mairie en moto. Et à mon arrivée, j'ai même été accueillie avec des applaudissements. D'accord. Donc, il y a des exemples. Fais mon tu sais qu'elle ne peut pas lui dire l'autre là. Parce qu'elle, c'est tout moi. Alors, je continue avec les réactions SMS. Il faut que les gens arrêtent de faire du mimétisme, le m'as-tu vu, et pour certaines personnes, et les femmes en particulier, et il faut que les uns et les autres soient responsables, apprenons à être nous-mêmes et passons-nous de ce que les gens vont dire. Je crois que c'est par rapport à l'histoire. Plus l'organisation de mariage est coûteuse, moins il n'a de chance de réussir. Absolument. Moi, je l'ai lu quelque part et depuis ce jour-là, j'ai je fais attention. J'ai des témoignages des gens mes aînés qui, étant en Europe, après les bourses études, deux de leurs camarades se sont mariés entre deux cours. D'accord. Et leur mariage est encore... Ils ont plus de 50 ans de mariage. Et les autres qui avaient pris le temps d'organiser pendant les vacances, ils ont tout divorcé. Voilà. Non, mais c'est vrai. Ils sont environ 26. C'est eux-mêmes qui ont compté, Florence. Qui ont divorcé? Oui. Oui, c'est une histoire. Est-ce que c'est le mariage ou c'est les compatibilités? Il y en a même un, je ne cite pas le nom parce qu'il est connu. C'est l'organisation. La femme a dit à son mari, on divorce et on reste ensemble. Oui. Donc ils étaient mariés, ils ont divorcé, ils disent que pour qu'on soit bien, on divorce, mais on reste ensemble dans la même maison. Voilà. Et ils ont divorcé? Oui, ils ont effectivement divorcé. Après, c'est pas fait pour l'autre, ça n'a rien à voir avec l'organisation du mariage. On peut même pas. Quand vous dépensez près de 200 millions de francs CFA pour votre mariage, je vous dis que quel que soit votre niveau de vie, quel que soit, là je ne parle pas en termes de niveau de vie, quel qu'il soit, que vous soyez de la classe moyenne ou de la classe ou la grande ou de l'aristocratie, je vous dis que votre mariage a moins de chances de réussir. C'est pas pas moi qui le dis, c'est une étude scientifique. C'est une étude scientifique. On a pris des mariages, ils ont organisé une étude, ils ont pris des mariages et ils ont vu dans la réalité que ces mariages-là organisés avec FAST, le plus souvent se soldent par un divorce 2 ans, 3 ans après. Non, mais si les personnes ne sont pas compatibles. Il y a des mariages qui se font vraiment de manière basique. Qui divorcent aussi. Non. On l'a qui ont plus de chances de rester. Les statistiques montrent que mariage avec face, vous ne mettez pas long. C'est les statistiques. La vérité veut que pour que 2 personnes réussissent à faire un mariage, il faut qu'il y ait amour. D'une aussi grande sobriété. C'est-à-dire qu'une femme accepte de faire un mariage sans qu'il y ait de fête, sans qu'il y ait rien du tout, il faut que cette femme-là soit vraiment votre femme pour votre vie. Vraiment. Pour qu'elle accepte. Vraiment, il fallait qu'on en arrive là. C'est un principe, c'est un principe naturel. Non, mais chacun, selon ses moyens, a le droit de faire la fête. La fête qui vous convient, vous avez le droit, il faut pousser. Avec vos moyens de base, je le dis. C'est pas d'aller prendre, c'est pas d'aller faire une sorte de... On dit, vous pouvez même avoir... C'est pas ça. Vous avez les moyens. Vous avez les moyens. Vous ne faites même pas de prêt d'argent quelque part. Vous faites un mariage avec face. Soyez sûr que vous avez 95% de chance de rompre avant 5 ans. Non, qu'on me prenne l'argument des sentiments des personnes vous donner les noms, mais comme c'est la vie privée, on ne va pas le faire ici à mon dos. Moi, je me suis en France. Quel que soit le niveau de vie,
que vous soyez de la grande aristocratie, de la grande bourgeoisie, ou que vous soyez de la classe moyenne, que vous soyez pauvre, quelle que soit votre classe sociale, lorsqu'un mariage pompeux, quand on est pauvre, on peut faire un mariage pompeux. Quand on est pauvre, on peut faire un mariage pompeux. On ne peut pas opposer, n'est-ce pas, une étude scientifique avec les idées d'une personne. Flora, c'est non, pas d'une étude scientifique. Non, mais discutable. Non, sur quelle base? Donnez-nous les bases. Prenons seulement les artistes. Prenons les artistes internationaux. Combien? C'est une base, c'est une référence. Les gens, mais vous parlez des artistes qui se marient sur la base de contrat et autres, sans amour et tout. J'ai pris un exemple de plus bête, les grandes stars internationales qui font des mariages. Ils se marient sous contrat. Et ce contrat-là, c'est pour l'amour et tout. Prenez-nous vous prenez les cas des ministres, on ne va pas citer le nom. Flora, ça doit vous servir plutôt des grilles d'analyse. Je suis d'accord. Non, mais qu'on base l'organisation, non, qu'on base l'échec d'un mariage sur l'organisation, j'estime pour ma part. On vous dit, vous avez même le moyen de louer les palaces du monde que vous voulez, même le Rix à Paris. Vous dites, vous faites un mariage comme ça, vous n'avez pas le chance de vivre 5 ans. On les compte véritablement. Ça, c'est votre position, c'est votre opinion personnelle. Ne prenez pas une étude de votre opinion personnelle par rapport à une étude scientifique. Quelles sont les références? Les références de cette étude scientifique? Oui. Vous doutez même de la qualité, allez douter des diplômes de ceux qui ont fait ces études. Merci beaucoup sur le plateau. Alors, Florazé, j'aimerais surtout dire que je l'ai dit pour une seule raison. Que ceux comme moi qui rêvent d'un mariage faste, qu'ils revoient un peu leur position, parce que vu ce qu'on va déboucher, je préfère pas. Non, Eric Fopoussi, si vous avez affaire à une femme qui vous aime, vous avez pris le temps d'étudier, et vous êtes basé, vous avez vos propres bases personnelles, sentimentales, quand vous avez un mariage pompeux ou pas, vous serez ensemble. D'accord. Non, madame, c'est pas comme ça. Moi, je ne donne pas deux en amour. Moi, je connais un ami. Il n'y a pas d'arithmétique. Non, justement, je suis d'accord avec un avocat. Je connais un ami avocat qui m'a dit. Un amour, c'est un ami avocat qui m'a dit, Eric, quand moi je me mariais, j'avais en tout et pour tout 150 000 francs CFA. J'ai failli tomber de mon... Je n'ai pas compris ça. 150 000. Et tu t'es marié, il me dit, je me suis marié avec 150 000. Mais oui, mais ça dépend. Pourquoi vous dites ça comme si c'était... ça dépend. Et c'est bien aussi. Ne dites pas ça comme si ça... Il y a des personnes qui se marient comme ça. Il y a des personnes... Mais moi, j'assiste à des mariages où très proches, où on n'est que 50 personnes, 30 personnes. Et c'est très bon, c'est luxueux. Je dis que moi... Nous sommes en train de combattre la qualité de l'événement. Nous sommes en train de quand on est 30 ou 50 personnes, le coût, vous croyez, vous ne pouvez pas faire un mariage de 200 millions avec 50 personnes? Mais attendez! Mais attendez! Je pense que l'argument, vous dites que les mariages, les gens vont divorcer parce qu'ils font des mariages pompeux. C'est pas ce qu'on dit. Vous dites quoi exactement? Vous dites quoi? On dit que tous les mariages qui ont été organisés de manière pompeuse, il y en a très peu qui ont mis place. Parce que vous êtes basé sur un échec total. Parce que c'était des artifices. Pas toujours. Voici le résultat de l'étude. Ça sera avec plein d'argent. Plus l'organisation de mariage est coûteuse, moins ce mariage a des chances de réussir. Vraiment, c'est simple et c'est facile à comprendre. D'autres messages, je vous en prie. Encore des messages? On ne va pas s'entendre si on continue comme ça. Alors, juste pour demander à ceux qui insultent le génie des Camerounais, vu qu'il n'y a personne en dehors du président de la République pour gérer le Cameroun, que deviendra donc notre pays après leur héros? D'autres messages? Zobel, autre SMS, Clarisse Manga, qui pense qu'il faut que les gens sachent tout de même ce qui se passe dans ce monde, qui vient de la volonté de Dieu, et c'est lui seul qui décide qui sera donc le prochain président du Cameroun. Lui seul sait comment il a créé son monde. Si on ne participe pas au vote, il y aura un président qui sera élu. Oui, voilà. Il y a une question qu'il faut se poser et que je me pose depuis. Est-ce que c'est le président qui rédige lui-même ces discours? Non. Si ce n'est pas le président qui rédige ces discours, prend-il la peine
de les parcourir ou les découvre-t-il au moment où il faut les lire? Et là, l'interrogation. Justement, c'est une interrogation. Et si tel est le cas, est-ce qu'il ne se rend pas compte des redites qui sont faites constamment dans l'ensemble de ses discours? Est-ce qu'il ne se rend pas compte qu'il a dit ci, il a dit ça, ou bien c'est juste un procédé, un processus simple, je lis et basta, le reste, je ne suis plus, je ne m'intéresse plus à l'affaire. Parce que là, il faut se poser cette question. Nous, on a besoin de quelqu'un qui va dire quelque chose et qui va concrétiser par la suite. C'est ce dont on a besoin. Vous n'avez pas d'énergie. Il a dit ça en 2016. Mais aujourd'hui, ça se pose encore avec une grande acuité. Des coupures 2 jours, 3 jours. Les gens n'ont pas de 13 jours, les gens n'ont pas d'énergie. Mais attention, c'est quel peuple que vous êtes censé protéger? Vous vous levez le matin, il n'y a pas possibilité de vous laver. Le soir, vous n'avez pas possibilité de vous laver. C'est pas qu'il y a des puits, la qualité de... On parle du choléra. Mais qu'est-ce qui est fait? Vous avez un ministre qui sort, qui vous dit... Oui, c'est légitime que les Camerounais se plaignent qu'il n'y ait pas d'eau, c'est de leur droit. Vous proposez quoi? Rien. D'accord. En tout cas, la plume du président, davantage, c'est pour que le discours soit bien construit. Maintenant, sur les idées, je pense que le président, lui, il a quand même son mot à dire sur ce qu'il a à dire, avec ses conseillers qui, ma foi, sont très nombreux. Je pense qu'il reçoit ses conseillers politiques, économiques, juridiques, qui doivent lui dire effectivement quelle est la posture qu'il doit prendre sur tel ou tel dossier. Et donc, c'est comme ça que tout ça se goupille. J'ai vu à l'époque avec François Hollande en France, que c'est l'exemple que je connais le plus mieux, lorsqu'il avait un discours à faire, il griffonnait d'abord sur le papier ce qu'il a envie de dire aux Français, et puis il avait sa plume Morel qui était chargée donc de mettre ça en forme et de faire en sorte que ce soit digeste lorsqu'il va prononcer le discours. Donc ça dépend. Mais au fond, ce que vous posez comme problème est quand même réel. On peut se demander si le président Paul Biya est lui-même à la base des idées qui sont contenues dans son discours. Est-ce que c'est lui qui décide des orientations qui sont données? Est-ce que quand il dit, par exemple, qu'il y a eu l'an dernier tel nombre d'emplois, ou quand il fait une promesse de campagne, par exemple, est-ce que ça vient de lui ou ce sont ses conseillers qui lui ont dit, bon président, pour cette fois-ci, il faut faire ci, faire ça, et puis il va le dire. Mais regardez, les textes du 10 février, ils sont en rien différents. Tous les 10 février, lorsque le chef de l'État se prononce, vous vous rendez compte qu'on a colmaté ici, on a pris ça, on a pris là, on est parti dans tel 10 février, on a pris encore dans tel discours, on essaie de colmater pour donner un discours. On a besoin de quelques mots. Lorsque vous trouvez des mots, c'est Android, c'est followers, vous avez des expressions. Ça c'est le rôle des plumes du président. Non, oui, on les a mis dans la sauce. On les a mis dans la sauce. Donc voilà des expressions qui sont ajoutées, mais sur le fond, je peux vous dire que... Maintenant, sur le fond, il faut voir, est-ce qu'il est lui-même à l'origine du fond? C'est une question qu'on peut se poser. Qu'on doit se poser. Et d'ailleurs, même question de la gouvernance au Cameroun. Qui dirige le Cameroun? Est-ce que c'est le pays des conseillers politiques, économiques du président qui décide à un moment donné de dire aux Camerounais, voici ce qu'on va faire? Ou c'est le président lui-même qui décide en son âme et conscience que bon, cette année, voici le cap que j'ai fixé, voilà où on va, quel que soit ce qui est fait, il revient pour dire si ça a été réalisé ou pas. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Alors, Florazé, merci infiniment pour ces messages. Avec vous, on va poursuivre avec la revue des réseaux sociaux. Oui, Eric, il faut aussi 3 informations pour cette... le CNES a donc envoyé ce mot d'ordre qui est contenu dans un communiqué, on le rappelle, signé du 21 juillet 2018 par Benjamin Ngoumour, le secrétaire général. Les syndicalistes veulent paralyser les activités dans les universités d'État pour dénoncer la gestion de la prime de modernisation de la recherche. Le CNES, on le rappelle, se met donc en grève pour aussi dénoncer les retours importants entourés d'une gestion opaque de la prime. Il dénonce également le non-paiement de la prime de modernisation de la recherche, comme les tantôt du second semestre pour l'année 2018. Et également, le bureau invite tous les enseignants à ne pas se laisser embrouiller ou manipuler ou intimider aussi bien maintenant que pour toutes les actions qui seront donc envisagées, notamment avec un lien à la rentrée prochaine du 1er octobre de cette année, au cas où le gouvernement donc en place n'aurait pas procédé ou alors n'aurait pas cédé ou accédé à toutes les doléances promulguées par les enseignants. Eric Fopoussi. Au moment où le baccalauréat de l'enseignement général s'apprête pour les résultats donc à être connus, et au moment où le GCE
Advanced Level, Ordinary Level pour ce qui est de l'enseignement général. Pour l'Advanced Level, 67,5% contre 35,3%. Je parle là des taux de réussite, hein, et je compare par rapport à 2017 et pour cette année, et que l'Ordinary Level est à 50% contrairement aux 25% de l'an dernier, et que sur l'enseignement technique, on a 73,4% cette année pour l'Advanced Level contre 22,3% seulement l'année dernière, ou encore les 55,2% cette année pour l'Ordinary Level, toujours l'enseignement technique du DCE, contre 20,4% par rapport à 2017. On peut se dire que ces jeunes Camerounais qui toquent aux portes de l'université doivent être bien inquiets par l'actualité universitaire au Cameroun en ce moment, puisque d'ailleurs à l'université de Maroua, là-bas à Kaélé, à la faculté des mines, les étudiants là-bas ont tout récemment séquestré leurs doyens parce qu'ils se plaignent de ce qu'il y ait des retards dans la publication des résultats du rattrapage, mais également du premier semestre. Donc il y a tellement de problèmes là-bas chez eux, non-respect des programmes depuis 4 ans. Et que en Ngaoundéré, oui, chez les Corps de Ndang, on parle aussi de ceux-là qui ont reçu 2 ordinateurs Paul Biya. Donc vous comprenez que avec toutes ces informations qui nous viennent de nos universités, je pense que nos étudiants, nos élèves qui tombent donc à la porte de l'enseignement supérieur doivent être très inquiets, encore que les enseignants eux-mêmes décident d'arrêter les cours parce que leur prime de recherche connaît actuellement tous ces problèmes. Alors, Chalain Bachou, quel est votre commentaire ce matin? Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on se plaignait de cette affaire où les enseignants avaient initié une grève à l'université de Douala, parce qu'ils n'avaient pas de salle, de bureau, même les toilettes, ils n'avaient pas. Ce même jour, on inaugurait les 4x4, 8 4x4 d'une valeur de près de 270 millions qui avaient été achetés par le recteur. C'était ici à quoi? C'était ici à Douala. Quelques jours après, les enseignants, on ne sait pas par quelle alchimie on a réussi à convaincre les enseignants. Non, c'est le préfet qui leur a dit, le recteur a pris l'engagement que... on va construire, ils ont dit ça va, c'est bon. Nous rentrons en salle. Et problème terminé, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas où faire pipi. Vous parlez vraiment trivialement. Vous n'avez pas où faire pipi à l'université. C'est encore plus compliqué qu'avant. Les voilà qui se retrouvent aujourd'hui, ils passent à une étape supérieure, ils parlent la prime, la modernisation de la recherche. Prime de recherche. Vraiment, monsieur Eric n'a pas été payé pour le premier trimestre. Monsieur Eric Fopoussi. Ça n'a pas été payé. Oui, qu'on envoie le même préfet ou qu'on les envoie, il saura comment les tenir. Parce que dans ce pays, ils n'ont jamais compris que le plus important, monsieur Eric Fopoussi, c'est ce qui est là. C'est la matière grise. C'est celle-là qu'on protège, c'est la matière grise qui fait de l'homme ce qu'il est. Il faut la mettre en avant et il faut défendre véritablement les intérêts. Plus une première fois, ils ont laissé qu'on a bafoué. Deuxième fois, troisième fois, on va faire que bafouer l'ensemble des intérêts. Non, cette grève, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que j'estime qu'ils ont laissé le véritable problème pour s'attaquer à autre chose. En tout cas, ça intéresse les étudiants qui, on va le dire, sur les 8 universités d'État du Cameroun, il n'y aura pas de cours donc c'est cessé. La gestion des TD et autres contrôles continus, il ne faut pas y penser. Les membres du jury pour les students de thèse ou de master ou de doctorat, là encore, il n'y a rien à voir. Donc, c'est vraiment une cessation d'activité pour jusqu'à ce samedi. Est-ce que jusqu'à samedi prochain, ce sera réglé? On verra bien si Jacques Fameux-Ndongo, c'est monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, accède à ces revendications. Florazé, l'autre information ce matin. Oui, Eric Fopoussi en image. Grâce à la réalisation, voilà donc une image que vous allez apprécier et puis qui fait le tour des réseaux sociaux et qui a bousculé un tout petit peu la sensibilité de certains ressortissants d'une certaine région. Je vais notamment citer la région de l'Ouest, pas que la région, pratiquement de toutes les régions du campus, quand on parle de chefs traditionnels. Qu'est-ce qu'elle a l'image? Je vois la ministre. Oui, là on est ce week-end. Oui. Je vois le sénateur et monsieur Nyat, président du Sénat. Et tout au fond, c'est vrai qu'on ne le voit pas. En fait, cette image est une grosse incongruité pour les natifs de Bandjoun parce que ce week-end, justement, on assistait à une cérémonie qui rassemblait pas mal de personnalités administratives et bien traditionnelles. Et on a donc le chef supérieur de Bandjoun, premier degré, on le rappelle, qui est donc assis tout au caché derrière. Noir, voilà, avec quand même une base tout au fond. Et ça créait un courroux pratiquement de nos internautes, déjà d'abord natifs
de cette partie du pays Bandjoun, et puis pratiquement de tous les Camerounais. Quelle est donc la véritable place du chef traditionnel au Cameroun? Certains m'ont estimé comment faire reléguer le trône ancestral en second rang dans sa propre location, son propre royaume. Les internautes s'offusquent. Pourquoi n'a-t-on pas fait même une sorte de marche, de fauteuil ancestral à côté pour respecter cette notabilité? Où sont les notables? Autant de questions que se posent les internautes. Et puis moi-même, je vous renvoie vraiment la... Et oui, je vous renvoie la passe. Je fais comme Charles Hamel, appréciez vous-même. Non, mais sincèrement, depuis que j'ai découvert cette image, je ne dors plus. C'est des cauchemars. C'est-à-dire que j'ai perdu le sommeil. Alors, nous sommes, il faut qu'on se le dise bien, nous sommes à Bandjoun, nous ne sommes pas à Yaoundé, nous ne sommes pas à Douala. Oui. Donc nous sommes sur le territoire Bandjoun, où le chef Bandjoun a autorité traditionnelle. Donc c'est pas comme si il est là-bas Foussam, bon, on peut dire que sinon il est chez lui, c'est la place des fêtes de Bandjoun. Alors, autre incongruité, c'est une cérémonie organisée en remerciement au chef de l'État de l'avoir nommé sénateur. Donc, nommé le chef Bandjoun sénateur. Donc, normalement, il est au centre de la cérémonie. Tout à fait. Pour cette cérémonie-là. Mais sauf que, moi, sincèrement, ce qui me choque, qu'est-ce que Madeleine Tchouenté, Madame le ministre, qui est originaire de l'Ouest, et qui est une femme qui sait comment ça se passe à l'Ouest, fait assise devant là. Non, mais soyons sérieux. C'est une... Mais attention, non. Madame Madeleine Tchouenté est une originaire de l'Ouest. Elle sait ce que c'est que la chefferie traditionnelle à l'Ouest du Cameroun. Non, la décence aurait voulu qu'elle dise à monsieur le président du Sénat, je suis une femme, moi ça me gêne de m'asseoir devant, alors qu'il y a un chef derrière. Non, mais il faut également que les chefs marquent leur autorité. Que fait moi je crois que la question c'est que fait le chef Bandjoun, là où il est là, caché là derrière? C'est la grosse question. Que fait-il là? Alors, Bombok, autorité traditionnelle, on a tellement parlé de l'inféodation de ces chefferies traditionnelles par l'administration. D'ailleurs, ils sont auxiliaires, les chefs d'administration. Hein. C'est une invention très camerounaise, camerounaise très coloniale. Comment vous avez accueilli cette image? Non, première chose, ce que vous venez de dire, c'est parce que le chef lui-même s'est considéré comme auxiliaire d'administration. Donc, à ce titre, Madeleine Tchouenté, c'est son supérieur hiérarchique, même Madame Niat, c'est pas son supérieur hiérarchique. Par exemple. Voilà, donc maintenant, c'est des genres de situations qui mettent le Cameroun dans le noir. Je dis bien dans les ténèbres profondes. Qui obscurcissent. Qui obscurcissent encore le ciel et qui nous mettent dans le... Monsieur Niat et celui qui soutiennent, bien que le chef lui-même soit du RDPC, mais celui qui soutient se rend dans le noir. Je vous assure, il n'y a rien de positif ne sera fait. Quand vous le faites, vous insultez les ancêtres avant eux. Ne vous attendez pas à quelque chose de meilleur. C'est la malédiction que vous attirez sur vous, personnellement et individuellement, et sur le peuple. Vous dites, là, et le chef, moi, j'apprécie. Ça veut dire qu'en fait, lorsque l'image est en train de faire tout le monde, et il n'y aura plus de possibilité, que ce soit pour Niatou Madeleine, Madame Tchouenté, parce que c'est les deux qui représentent l'administration centrale, ils vont donc, comment je vais dire, se réconcilier avec les ancêtres comment? Voilà. C'est déjà parti. C'est parti. Et le chef qui est là, ils verront donc dans leur agissement. Je vous dis bien que sur le plan individuel de chacun et sur le plan global, c'est des malédictions qu'il a. Oui, donc c'est clair. Oui, sur la région de l'Ouest et sur leurs champions. Oui, et même sur leur descendance, parce que lorsque M. Niat et Mme Tchouenté font ce qu'ils font là maintenant, pourtant originaires de la région. Donc ne soyez donc pas surpris. Vous voyez certains, notamment puisque ça se passe à l'Ouest, vous voyez certains anciens milliardaires. Il y en a qui ont été des grands hommes d'affaires, il y en a qui ont été dans la haute administration. Leur bâtisse reste dans la broussaille. Vous pensez que ça veut dire quoi? Or, ils ont des fils qui sont ingénieurs, médecins et tout. Pourquoi leur bâtisse reste dans cette... Parce que pendant longtemps, pendant leur vécu quotidien, ils ont justement insulté leurs ancêtres. Oui. Parce que le fait d'honorer son père et sa mère, ça a une signification. Lorsque vous nous voyez quelquefois, on se tait.
on vous laisse, mais on pleure intérieurement. On vous dit, mais ces enfants, quand est-ce qu'ils comprendront? Parce qu'eux, ils ont à l'esprit que, ah oui, le Samadji Fokan, pourquoi d'abord c'est nous qui avons apporté le rapport là-bas, c'est nous qui avons. Et c'est là où, je veux dire, ils s'engouffrent là, dans les fonds de l'abîme. Oui, et je pense que le chef Banjoun lui-même a dû le savoir. Non, il le sait. Il est calme. Il n'a rien dit. Il les laisse comme ça se noyer. S'embourber, oui, s'embourber comme ils le font. Parce que je vous dis, ça aussi, en temps normal, Madame Chouanté, si elle parle au chef, c'est comme ça. Je vous dis, c'est un rituel. C'est pas le cinéma. C'est pas le cinéma. Quand on parle à un chef, il y a des choses qu'on doit faire. Et surtout quand on est originaire de cette partie du pays-là. Ça vous suit naturellement, par le sang. Oui, Charles Hamel. Ce que vous avez oublié de dire, c'est que Madeleine Chouanté est une fille Banjoun. Petite fille Banjoun. Bien sûr. Vous avez oublié de le dire. Il faut préciser qu'elle est une fille ou petite fille Banjoun. Oui. Monsieur Eric Fopoussi, je ne les accuse pas. Pourquoi? J'accuse le chef Banjoun. Non. J'ai dit, je ne les accuse pas. Non. Monsieur Eric Fopoussi, je ne les accuse pas. Je le dis en regardant, c'est le chef Banjoun qui est lui-même l'auteur. Non. Monsieur Eric Fopoussi, si vous ne voulez pas vous faire respecter, on vous piétinera. Tout à fait. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas traverser devant le sultan de Bamoun sans affronter le Toupanka. Le général d'armée. C'est le sultan qui, de son pied gauche, autorise, ou de son pied gauche refuse, ou de son pied droit autorise qu'il y ait coup de feu. Quelle que soit la manifestation, le Toupanka va récupérer. Monsieur Rikopoussi, la chefferie Banjoun que je connais très bien, a toute une organisation traditionnelle, avec des chefs d'armée, avec des directeurs de protocole, avec des ministres du royaume. Je suis désolé. Si ces gens n'ont pas fait le travail, c'est normal que le chef se fasse ridiculiser. Le chef devait... Monsieur Rikopoussi, Monsieur Rikopoussi, je termine. Dans toutes les cérémonies, il y a des loges. Oui. Loge de chef, loge de Mbambok, loge de Ménissi, loge... Et il y a la loge des autorités administratives. Oui. Nous sommes venus pour un événement. S'il disait qu'il était là comme sénateur, autant mieux. Et le sénateur devait avoir sa chaise de sénateur au bon milieu. S'il a choisi, c'est le chef. Je dis, c'est encore lui, monsieur. La preuve, regardez derrière lui, il y a son sida. Regardez la photo. Remettez la photo. Vous voyez son sida. Voilà son sida. Il y a tout. Oui, il y a son sida qui est là. Regardez ceux qui sont à côté. Est-ce qu'un homme viril doit se placer derrière un chef? Voilà, absolument. Voilà. Et justement, je vais une petite précision de parler. Charles Hamel, vraiment, vous ne devez dire ça. Excusez-moi. Quand on est chef, quand on est chef, Bon Bengan ici est mon supérieur initiatique. Quel que soit ce qui se passe, s'il est assis sur une chaise, je ne peux pas me permettre d'être en face de lui, quel que soit l'aménagement protocolaire. Sinon, j'attire sur moi des malédictions. Ça n'a rien à voir avec qu'il a accepté ou non de s'asseoir ou... Non, écoutez, toutes les cérémonies qu'on y a organisées, c'est respecté. Non, je suis surpris, c'est pas respecté. Je vous dis ceci. Oui, je suis surpris là. Je vous dis ceci. Nous, lorsque vous nous invitez, vous n'obéissez pas à ça. Vous allez me mettre derrière. Je vais m'asseoir derrière. Mais tant pis. Pour vous, tant pis. Tant pis pour vous. Oui. C'est tant pis pour vous. C'est-à-dire que c'est des malédictions. Tu vas me faire... On va s'asseoir chez vous. Derrière. J'ai dit oui, je vais l'accepter. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Qui reçoit? Qui organise? Charles Hamel, laissez-moi. Qui organise? C'est pas le Banjoun. Non, c'est la place de fête. C'est la place de fête. J'ai dit, comprenons-nous. Vous faites du pantouflisme. Non, je suis désolé. Non, Charles Hamel. Vous avez laissé-moi vous. Ce n'est pas quelqu'un qui va me venir me dire comment je danse chez moi. Charles Hamel, attention. C'est chez moi. Charles Hamel, plusieurs fois. C'est ma chefferie. Vous ne pouvez pas venir me dire comment je danse dans ma chefferie. Charles Hamel, vous avez dit Charles, plusieurs fois on s'est assis dans le public. Oui. Vous avez pris une chaise, vous êtes assis sur la chaise. Non, il faut qu'on se comprenne. Oui. Je pouvais moi venir m'asseoir en face de vous. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Je pourrais vous narguer, vous dire, moi je m'en fous de vous. Mais sauf que c'est Ameris TPN, comment je le fais? Parce qu'on a eu une discussion. Nous avons eu une discussion. Charles Hamel, moi, laissez-moi, vous n'êtes pas initié à mon niveau. J'explique
à mes enfants qui sont présents dans la public et tout. À ce moment-là, maintenant, je parle comme un bombok. J'ai dit, vous organisez, que ce soit chez moi ou chez vous, vous me donnez une place en arrière, je vais m'asseoir derrière. Et tant pis pour vous. J'ai dit bien tant pis. Le pantouflisme administratif là ne sert à rien. Il ne s'agit pas pour le chef de venir revendiquer que le protocole refasse ce qu'il devait faire, n'a pas fait. Vous m'avez mis derrière, je m'assois là. Mais je vous dis tant pis. Ce sont ces genres, j'allais dire, de pardon que moi, Bengan, je ne reçois même pas. Absolument. C'est-à-dire que sorti de là, Monsieur Niat ou qui reviendrait demain dire, un chef, vraiment, je vous dis merci. J'ai un malheur. Monsieur je maintiens ma position parce que ce n'était pas une cérémonie d'État. J'ai dit, permettez-moi, ce n'est pas une cérémonie d'État. C'est l'État qui prend sur lui d'assurer le protocole. Ce n'était pas une cérémonie d'État. C'est le chef Bandoul qui organise son événement, qui convie les gens pour sa cérémonie. Comment vous... Ah bon, attendez, vous dites le chef Bandoul aurait pu créer une crise et partir? Je n'ai pas dit qu'il part. Justement, laissez-moi donc, vous serez chef peut-être demain, ou vous aurez une initiation. Quel est le comportement d'un initié à passer à ce moment-là? Ce n'est pas le pantouflisme que vous faites là. Je vous dis non. Non, en tout cas, je vous dis non. Toujours est-il que moi, mon papa, il est notable. Quand il s'est initié, il m'a dit, mon fils, je suis désolé, désormais on passe à sur la même chaise. Je vous dis non. Si vous organisez votre cérémonie, vous dites que bon, ok, je le place sur ma chaise, vous vous asseyez avec lui, c'est votre risque et péril. Tendance. C'est ça. Oui, voilà, qu'est-ce que tu as à dire à cette image? C'est grave, c'est même très grave. À notre époque, dans mon village, quand on voyait le chef, on fuyait. Tu devais me te positionner comment? Moi, il partait mal à la cheville parce que j'étais un enfant de... Mon père faisait partie des 9 notables. Au 21e siècle, on manque le respect au chef. On prend le chef comme s'il était le chiffon. Papa, fais un fétiche l'endroit où il y a la fête là. Comment est? Donc le chef est lui derrière. Vous restez devant. L'agent, c'est le diable. Je te jure. L'agent a toujours raison, hein. C'est ça le problème. L'agent, c'est le démon. Des gens, l'agent, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Ils pensent qu'ils peuvent acheter même le respect. Mais quand même, c'est un chef. Et je vais encore dire à tous les chefs, nos chefs qui me regardent, même les jeunes chefs là, apprenez à vous respecter. On ne doit même pas trop voir un chef. Un chef doit sortir pour un problème précis, en bon français. À nos jours, les jeunes chefs là, vous devenez même vulgaire pour rien. Oui, vous avez le droit de faire votre vie. Tu vois un chef d'inauguration. Que ton âme repose en paix, par terre. Tu es un chef qui était l'exemple à suivre. On ne te voyait pas n'importe comment et n'importe où. Donc on a les chefs qui font un peu de politique. Il fallait en profiter les dizaines pour amalgame qui a. Aujourd'hui, il y a les chefs qui vous imposent que vous allez voter pour tel parti. Si vous commencez à apporter l'appréciation. On ne peut pas modifier. Non, je le comprends. Est-ce qu'on est la chefferie? J'ai dit ceci, tendance à prendre les exemples. Oui. Vous me dites, ça peut pas arriver chez mon épouse a accouché. Ça peut pas. Je veux que vous veniez. Vous savez quelle cérémonie il y a quand on donne le nom de l'enfant? Quand vous appelez le chef, donc s'il n'est pas, c'est pas le voir bébé de votre non, il y a les choses, il y a aussi quand même les choses de la honte. Il y a les choses de la honte. Quelqu'un va voir ça, dire que j'appelle le chef, il vient vous voir. Il appelle, il débat. L'autre information, on ne va pas s'éterniser sur cette affaire.
Vraiment. Oui, Eric Fopoussi. Oui. Bon, la troisième information pour sortir, hein, c'est peut-être les lames, avec les lames aux yeux qu'on va également analyser ces images. On est à Yaoundé, on a donc encore ces gros porteurs qui font. J'ai pas eu de dégâts parce que là, on n'a pas quand même eu de pertes en vie humaine. Et les voitures qui passaient, heureusement, on n'a pas eu une voiture ou une moto qui passait par là. Et donc, voilà ce qui arrive quand on a justement ces gros porteurs et autres qui circulent dans Le monde est dans un règlement un peu ordonné, ce qui suppose que à partir de là, si tout le monde paye le minimum possible par rapport aux impôts, je crois que tous les Camerounais pourront vraiment participer et jouir des fruits de retombées de ce paiement d'impôts. Merci beaucoup pour cette interpellation. L'élément a été réalisé par Cédric Chouna, à qui on envoie toutes nos salutations amicales ce matin. Alors bon, Bengane, sur cette question des impôts, une question fiscale pour les petites et moyennes entreprises au Cameroun, c'est vrai que de nombreuses PME se plaignent de la pression fiscale. Et l'État aussi renvoie le plus souvent aussi la balle dans leur camp pour dire que beaucoup d'entre elles fonctionnent sous le régime d'intolérance administrative et que beaucoup aussi ne payent pas suffisamment d'impôts. En réalité, parce qu'on se débrouille au Cameroun, mais l'État n'a pas raison. D'accord. Mais les opérateurs économiques également non plus ne s'informent pas. Ça fait partie du premier point de ce qu'on appelle le consensus de Washington. Il y en a 10. Il faut faire payer d'impôts à plus de gens qui ont de faibles revenus. Également, il faut faire payer moins d'impôts aux gens qui ont plus d'argent pour leur permettre d'investir avec l'argent que les impôts n'ont pas pris. Donc, voilà le premier critère. Donc, réformer la fiscalité pour aboutir à cela. Vous avez plus d'argent, on vous fait payer moins d'impôts pour vous permettre d'investir. Et vous avez moins d'argent, vous payez plus d'impôts. Et c'est ce qu'on appelle élargir. On va donc amener jusqu'au coiffeur, jusqu'aux vendeurs de Budacola pour payer les impôts. Et maintenant, les multimilliardaires, eux, ils payent un peu. Et c'est ce que Sarkozy a appelé à un moment donné le bouclier fiscal concédé aux plus grandes fortunes pour les permettre d'investir davantage. C'est pas Sarkozy, c'est Madame Margaret Thatcher et Ronald Reagan qui ont apporté cela avec un certain John Williamson. Je parle du terme bouclier fiscal. Oui, mais son bouclier, il justifiait simplement ce que John Williamson, qui était vice-président de la Banque mondiale et économiste en chef de cette institution, c'est lui qui les avait résumés ainsi. C'est pour ça qu'on va toujours presser les PME, on va les presser, et on va procéder à des aménagements pour les multinationales. Voilà. D'accord. Donc ne soyez pas surpris que vos colboss là, vos coiffeurs de quartier, on les ferme et on procède aux aménagements. D'accord. En tout cas, les entreprises les plus grandes c'est le premier point de consensus de Washington. Les multinationales ont toujours recrutent le plus souvent de nombreux fiscalistes pour assurer l'optimisation fiscale de leur entreprise et cela a un coût. C'est clair. Là, monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision. L'émission que vous regardez, c'est le 10-12 le Zénith. Tout de suite et maintenant, voici le Vombio avec Constilamine qui nous retrouve en plateau. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour de nombreux téléspectateurs et bonjour une fois de plus à tous les clients du concept Salaka. Alors je reviens en cette belle journée du mardi pour parler une fois de plus de ce complément alimentaire que voici, vous le connaissez déjà, je vous le rappelle, c'est bien entendu le Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil,
pour ne pas dire tout simplement un complément alimentaire pas comme les autres. Le Von-Bio Oméga 3 est donc ce complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex et qui est commercialisé au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. Alors pourquoi devrait-on consommer le Von-Bio Oméga 3? Tout simplement parce que le Von-Bio Oméga 3 vous permet, chers téléspectateurs, de prévenir les AVC. C'est très important, il faut le rappeler. Hein. En consommant régulièrement le Von-Bio Oméga 3, on est désormais à l'abri des AVC. Le Von-Bio Oméga 3 vous permet également de réduire les complications du diabète. Donc tous ceux qui sont diabétiques et qui me regardent en ce moment, vous devriez tout simplement savoir qu'en consommant l'oméga 3, votre diabète ne va plus jamais se compliquer. Le Von-Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil, nous permet également, chers téléspectateurs, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle, bien entendu, hein, pour ceux qui ont des problèmes de tension. Le Von-Bio Oméga 3 permet également de faciliter la guérison des inflammations. Oui, c'est très important, ça facilite la guérison des inflammations. Vous avez des problèmes d'articulation, vous avez de la peine à marcher, retenez tout simplement que le Von-Bio Oméga 3 vous permet, chers téléspectateurs, de pouvoir rendre de plus en plus souple vos articulations. Il permet également de nous donner la bonne humeur en longueur de journée et également un autre avantage lié à la consommation du Von-Bio Oméga 3, c'est tout simplement que ce complément alimentaire nous permet également d'être prévenu contre cette maladie liée au vieillissement, notamment l'Alzheimer. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation du Von-Bio Oméga 3 qui, je rappelle, est sans effet secondaire dans l'organisme. Oui, il dit bien, il est sans effet secondaire dans l'organisme. On peut le consommer de lundi à dimanche, du 1er au 30. On n'aura pas de problème dans l'organisme. Également, en consommant l'oméga 3, ça ne vous empêche pas de mettre de côté les médicaments que vous avez l'habitude de prendre, des médicaments prescrits par les médecins, parce que lui, il est un complément alimentaire. Il est bien entendu préventif. Voilà donc les avantages, comme je l'ai si bien dit, liés à la consommation du Von-Bio Oméga 3. Revenons à l'instant au niveau du prix. Alors là, je rappelle que le prix n'a pas changé. Il est toujours de 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Bien entendu, c'est une boîte scellée dans laquelle vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Ne pas couper la gélule, ne pas percer la gélule. Vous la retirez dans la boîte, vous prenez un verre d'eau. Pendant que vous êtes en train de manger, vous allez prendre votre Von-Bio Oméga 3, c'est tous les jours de lundi à dimanche. Et une fois de plus, chers téléspectateurs, plus besoin de se plaindre parce que le diabète est en train de se compliquer. Plus besoin de dire que j'ai l'AVC. Non, avec l'oméga 3, c'est un véritable souvenir pour ce qui est des AVC. Ça ne servirait à rien de dépenser des centaines de mille quand votre diabète va se compliquer. Ça ne servirait à rien de dépenser des centaines de mille quand vous aurez un AVC. On peut éviter les complications du diabète. On peut éviter également l'AVC en consommant régulièrement le Von-Bio Oméga 3. Parlons présentement des modalités pour la livraison. Je sais qu'ils sont très nombreux qui ont besoin de ce complément alimentaire dans tout le Cameroun, dans toute l'Afrique et même au-delà de l'Afrique. C'est très simple comme bonjour. Il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de passer votre commande, quel que soit où vous êtes. Je rappelle déjà qu'on a des représentants dans pas mal de régions du Cameroun. Il y a donc des représentants du concept Salaka. Nous allons faire parvenir le complément alimentaire à nos représentants et ces représentants se chargeront de venir vous livrer à domicile pour nos amis de Bolova, de Bertois, de Yaoundé. Plus besoin de se casser la tête. Et ceux qui sont à Douala, le point de vente, c'est au magasin 1001 tapis qui est en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Ça se passe de ce côté-là, de lundi à samedi. Merci beaucoup. Cette vente sur Equinox Télévision, madame, monsieur, 10-12, le Zénith, votre émission. On va, dans un court instant maintenant, rendre quelques de vos SMS en réaction au sujet que nous avons abordé sur ce plateau, des sujets brûlants, passionnants, explosifs. Surtout cette photo montrant le chef Banjoun tout caché. Bon, ce sont des termes de tendance. Vraiment, je n'aurais pas employé ces termes-là. Oui, Flores, allez-y. C'est vraiment explosif en termes de réaction. Oui, en tout cas, je prends au pif. Les Camerounais ont souffert depuis 36 ans. Il faut un changement le 7 octobre prochain. C'est une réaction à Garoua.
Et puis, très belle ambition, une fois, laisser les chefs inaugurer l'école boxe et de voir bébé. Ils n'ont qu'un salaire de catéchiste. C'est Pavili Michel depuis Bertois qui réagit. Vraiment, avant de... C'est vrai que... Non, c'est vrai, mais sauf que si vous allez plus loin, c'est dangereux pour cette République. Vraiment... J'ai mis les SMS, les réactions des téléspectateurs. Quand même, oui. Non, justement, ce sont les citoyens. Je l'ai dit tout à l'heure. Le chef veut même venir inaugurer votre bar. Malheur à vous si vous l'insultez. Oui. Quand vous entendez, oui, accident de circulation, il est mort, il est ceci. C'est-à-dire que vous pensez que le dimanche, vous allez à l'église, prier Dieu et tout. Vous nous faites ça, je vais me taire. Vous pouvez même taper sur moi. Mais je vous assure, vous allez passer 1000 ans à la Mecque. 1000 neuvaines de prière au Vatican, ça ne changera rien. Donc, et vous ne saurez, c'est ça le drame, vous ne saurez même pas là où vous avez pris vos malédictions. Donc, inutile que le chef vienne commencer à dire non, respectez-moi, j'ai fait ceci. Le chef n'a pas à le dire. Mais bon, est-ce que le Mbok qui unit, le Mbok qui est là pour éduquer son fils et autres, c'est vrai qu'à un moment donné, l'ignorance peut pousser certaines personnes, la communauté on se renseigne. Quand vous-même vous intégrez, que vous savez comment vous recevez le pasteur, le prêtre, l'imam, comment vous ne pouvez pas transposer ça quand vous êtes chez vos chefs traditionnels chez les autres. Mais vous êtes chrétienne. Oui, sachez que Jésus a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous dis que ces gens-là ne savent pas ce qui va leur arriver. Il a fouetté les joueurs dans le temple, monsieur. Vous n'avez pas d'ignorance, ne jouez pas sur le fait. L'ignorance, là, à ce moment, celui qui est le trait d'union entre les ancêtres, vous, ça, au moins, vous le savez. Mais maintenant, parce que vous l'avez rencontré sous, tapez-le si vous voulez, ça vaut risque et péril. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, on a tout compris. Alors, il n'y a qu'un garant des valeurs, quelle que soit la tradition traditionnelle ou religieuse, s'ouvre déjà à la politique, il cesse d'être lui-même. Non. Justement, en Afrique, qu'est-ce qu'on appelle politique? C'est le chef, l'autorité traditionnelle qui réglemente tout. Oui. C'est-à-dire que l'organisation spirituelle, parce que lorsqu'on vous parle de l'église, l'église n'est pas politique. Justement parce qu'ils ne savent pas. L'église est purement politique. Et dans le traditionnel africain, c'est le chef qui est le grand prêtre, qui est le président de la République, qui est le chef supérieur des armées. Et qui sort comme un vulgaire passant. Oui, qui sort comme un vulgaire passant dans sa chefferie sans sa garde, sans ses femmes, mais c'est pas normal. Oui, c'est pas je vous dis, je ne peux pas l'accepter. C'est pas normal. C'est pas c'est lui qui organise son événement, c'est pas normal. J'ai dit non. Alors, il y a des bonjour, la présence d'un chef à une cérémonie est une chance. C'est un téléspectateur qui le dit. Et si vous vous comportez dans son événement, c'est pour ça qu'il ne doit pas gueuler Charles. C'est son événement. Je ne viens même pas sur l'esplanade. Vous venez, je vous dis. Je ne peux pas tuer mes fils, je n'apparais pas à Bombok. Il y a quoi? Je dois protéger mes enfants. Vous l'avez dit, on n'a pas compris. Ce n'est pas tuer ses fils. Quand votre fils décide de se suicider, vous faites comment? Il y a Kwame Abraham qui dit qu'il s'agit d'une réunion administrative, si bien que le chef Banjoun soit au centre du rassemblement, ce qui n'est pas bien, qu'il soit mis en second plan, mais la malédiction ancestrale fait quoi ici? Si la chefferie était trop parce que le chef voit avec les ancêtres. Vous ne pensez pas qu'il va faire un rituel par derrière. Il va avec les ancêtres. Vous mettez Madame Niat devant, c'est tant pis. On parle en mondovision. D'abord, lui, il est la deuxième personnalité de l'État et c'est un bon bokilodar. Parce que là, je peux vous le démontrer. Il dit ça. Et moi, je loue le comportement de ce chef. Parce qu'il sait ce qui va arriver demain. Une humilité. Il sait ce qui va arriver demain. Et le pouvoir au Cameroun a tellement instrumentalisé la chefferie traditionnelle qu'aujourd'hui, et ça c'est un initié qui me le disait, il me disait, M. Fopoussi, réfléchissez bien sur le Cameroun, comment il se porte. Pourquoi quand on mène une route, ça prend tant de temps? Pourquoi telle malédiction? Pourquoi le Cameroun ne marche pas? Pourquoi ça n'avance pas? Parce que clairement c'est une malédiction. Le ciel s'est obscurci parce que des gens pensent que comme le chef est sous, bon tapons-le. J'ai dit même le Ngondo,
le Mendumba, justement, comme on a exigé que ces associations-là, même la thème là-bas de l'OMPO, soient enregistrées comme association socio-culturelle et que nous on fait. Tant pis pour le Cameroun, c'est tant pis pour nous tous. Voilà. Quand un chef s'incline en choisissant un parti politique, est-il encore le chef de tous ses enfants qui sont dans d'autres partis? Je l'avais décrié ici. Oui. Un chef ne peut pas s'élever en disant ne respectez pas vos chefs. Les autres. Que fera-t-il les autres de son fils? C'est vrai. Ok, comme ils sont des je l'ai dit ici dans une colère sur les chefs où j'ai dit vous avez un chef qui est du RDPC qui parmi ses autres fils qui appartiennent à notre parti et il divise par de fait le village. Merci beaucoup. Sauf que c'est lui qui parle en dernier ressort, grondé, et vous verrez. Et vous verrez. Merci beaucoup sur ce plateau, mesdames, messieurs. On va tout de suite et maintenant mettre un terme à ce numéro du 10-12, le Zénith. Très explosif quand même sur la fin. On vous donne rendez-vous demain 10h. Restez sur nos antennes. Que Dieu bénisse le Cameroun et que nos ancêtres aussi pour le coup.